Une de nos missions, c'est de permettre que tout le monde puisse avoir une participation à la vie culturelle qui soit éclectique. Le plus important, c'est la création, c'est cette construction, c'est cette réflexion commune. Ce qui est parfois un peu vertigineux, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer dans cette première rencontre. Mismatch, le podcast qui aime croiser les perspectives pour explorer tous les possibles. Que l'on parle d'un service public de la culture ou des politiques publiques de la culture, ce qui semble faire tenir debout tout l'édifice, c'est ce terme polysémique de public. Directeur de scène nationale ou compagnie émergente, collectivité territoriale ou lieu intermédiaire, le public ne renvoie pas forcément à une même réalité. Et pourtant, chacun s'en réclame volontiers pour asseoir sa légitimité et gagner des arbitrages. Alors que la création est dans tous ses états, nous avons choisi, pour dresser les états de la culture, de nous tourner vers des acteurs qui représentent la belle diversité du secteur et qui font vivre la culture, l'expression artistique et citoyenne. Les pratiques culturelles, le spectacle vivant et ses publics, c'est ce dont nous discuterons avec nos invités. Flora Saladin, bonjour. Bonjour Olivier. Tu es responsable du développement des publics au sein de la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris et également professeur à Paris 8 dans le cadre du parcours culturel et artistique international. Jenny Laurent-Mariani, bonjour. Bonjour. Tu es dramaturge et metteuse en scène pour plusieurs compagnies et collectifs. Tu interviens dans le champ du cirque de création, mais aussi en théâtre, en écriture du réel ou encore dans l'espace public. Tu co-diriges une compagnie de théâtre de rue à Montpellier, le collectif Avant nous le déluge, et tu es titulaire d'un doctorat de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, où tu as consacré ton doctorat aux figurations du temps présent, les scènes théâtrales à l'épreuve de la transmission historique. Valia Cardi, bonjour. Bonjour Olivier. Tu es artiste performeuse, tu es curatrice, spécialisée dans les pratiques artistiques en espace public, le spectacle vivant et l'art contemporain. Depuis 2017, ton destin est lié à main d'œuvre, d'abord en tant qu'artiste en résidence, puis en tant que programmatrice artistique et commissaire de projet. Aujourd'hui, tu es aussi chargée du développement des projets culturels, responsable de l'accompagnement des artistes en résidence, et tu pilotes plusieurs dispositifs favorisant l'accès aux droits culturels. Et enfin, à distance, nous retrouvons Marjorie Glas. Bonjour. Bonjour. La connexion a été établie. Tu as été administratrice de compagnie, tu es socio-historienne, maîtresse de conférences aujourd'hui à l'Université Lyon 2. Tu travailles sur l'histoire des loisirs populaires et les relations des classes populaires à la culture. Tu as publié en 2023 « Quand l'art chasse le populaire » aux très belles éditions Agone. C'est le fruit de ta thèse qui a été menée à l'EHESS sous la direction de l'historien Gérard Noiriel. Et dans une seconde partie, on retrouvera Isabelle Renayette, comédienne, metteuse en scène. Elle suit les échanges en régie et nous retrouvera donc pour apporter son éclairage. Flora, comme je l'ai dit en introduction, tu es responsable du développement des publics. Alors on revient justement sur ce terme crucial de public. Il est dans l'intitulé de ton poste. Qu'est-ce que ça signifie pour la mairie de Paris, pour une institution publique, que le public ? Alors en effet, à la Ville de Paris, on incarne le service public de la culture. On a une mission de service public et ça implique à la fois de s'intéresser au plus grand nombre, de permettre que tous puissent profiter des institutions culturelles, des offres culturelles, participer à la vie culturelle parisienne. Et ça implique aussi de penser des programmes spécifiques pour ceux qui, justement, ne participent pas, n'osent pas participer, ne se sentent pas légitimes. Donc ça fait 17 ans, par exemple, qu'on a développé le label L'Art pour Grandir, qui est notre label d'éducation artistique et culturelle, de la crèche au collège. On a aussi maintenant un label qui s'appelle L'Art d'être ensemble, pour les programmes de solidarité. Et c'est vrai que c'est important de toujours avoir à l'esprit que même si il faut des lignes de budget, des lignes de programmes spécifiques, de ne pas enfermer les gens dans des catégories. Déjà parce que on peut être à la fois jeune et en situation de handicap. Et donc, par exemple, le Centre national de la création adaptée, qui se situe à Morlaix, porte comme revendication le fait de pouvoir penser une éducation artistique et culturelle adaptée pour que les jeunes en situation de handicap profitent aussi de ces parcours qui impliquent de participer, de découvrir des lieux, de fréquenter des artistes, de réfléchir. Et puis, ça permet aussi de penser des outils pour tout le monde. Et je pense par exemple au Facile à lire et à comprendre, qui pour moi est vraiment l'incarnation de
ce qu'on appelle l'accessibilité universelle, c'est-à-dire penser des outils qui vont servir autant pour des enfants, des personnes qui maîtrisent mal le français, des personnes qui ne sont pas à l'aise avec les novlangues institutionnelles, et donc d'avoir vraiment une vision assez ouverte et pour tout le monde, qui n'enferme pas les gens dans des catégories, d'autant qu'il y a toujours un risque d'oublier des personnes si on se cantonne à mettre des gens dans des cases. Et c'est vrai que penser, par exemple, l'entrée du territoire, ça permet d'avoir une vision plus incluante, de faire participer plus de monde et de se dire que finalement, tout le monde peut avoir besoin d'aller découvrir des propositions qui vont les faire sortir de leur zone de confort. Une de nos missions, c'est de permettre que tout le monde puisse avoir une participation à la vie culturelle qui soit éclectique, et donc de pas simplement donner les clés d'une culture institutionnelle, mais de pouvoir valoriser chacun dans ses pratiques. Et moi, je trouve important de penser les gens comme des personnes, en fait. Et d'ailleurs, Marjorie, certainement, pourra en parler bien mieux que moi, mais au moment de la déclaration de Villeurbanne en mai 68, il y avait cette préoccupation de penser ceux qui ne fréquentent pas les lieux culturels et qui ont été appelés à l'époque les non-publics, une expression qui est encore de temps en temps utilisée. Et moi, je trouve ça toujours un peu questionnant de parler de non-personnes. Et quand on veut établir une relation avec des gens, c'est bien de les penser en tant que personnes et pas en tant que non-personnes. Et donc, peut-être les publics avec un S, déjà, et surtout penser qu'on est décloisonné, qu'on est la même personne quand on va à l'école, quand on va à la bibliothèque, quand on va au centre de loisirs. Et donc, ça nous challenge, nous aussi, en tant que décideurs publics, de penser aussi des décloisonnements et des politiques publiques qui sont utiles pour tout le monde et de ne pas simplement s'enfermer dans des catégories, tout en ayant une attention à ceux qui se sentent moins légitimes et n'ont pas forcément tout le capital culturel, familial, historique pour se saisir des offres qu'on peut leur proposer. Parce que quand on parle de public, on pense toujours à cette idée de faire venir le public, comme si le public était déjà constitué, laissant en marge toute une population, des personnes qui ne se reconnaissent pas dans cette catégorie de public. Et là, c'est votre travail aussi d'aller vers eux. Alors voilà, le challenge, c'est de penser à la fois le aller vers et le faire venir. C'est toujours dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on va avoir des programmes, évidemment, hors les murs, dans l'espace public. On a nos bibliothèques hors les murs, puis notamment à la faveur de la crise sanitaire, il y a beaucoup de programmes qui se sont développés en pied d'immeuble. Et en même temps, se dire que c'est pas parce qu'on habite dans un quartier qu'on doit être assigné à résidence. On a autant le droit d'aller fréquenter des institutions patrimoniales qui se trouvent dans le centre de Paris quand on habite Porte de la Chapelle que quand on est une institution culturelle, d'aller se déplacer dans les quartiers. Donc là, on met en place des tandems culturels, justement, où on met en place une sorte de jumelage entre des quartiers et des institutions culturelles pour que, justement, ça aille dans les deux sens et que ce cheminement il soit fluide et que personne ne soit assigné ni à un lieu, ni à une résidence, et que les gens puissent dire j'aime ou j'aime pas parce qu'ils ont eu l'occasion de pouvoir fréquenter des artistes, des œuvres, et surtout d'être légitimés dans leurs propres pratiques. Alors, dans cette question de légitimation des propres pratiques, on revient vraiment à ce qu'on entend dans la catégorie de public, Marjorie. On voit que c'est un critère de légitimation pour les acteurs institutionnels, artistiques et autres. Mais il y a une histoire du concept. Est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire, comment elle s'est construite, quels sont les rapports de force derrière un terme comme public ? Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que le service public de la culture, il se constitue après-guerre.
et se fonde sur deux piliers principaux qui sont deux raisons ou deux légitimités qui sont données à l'intervention publique en matière culturelle à ce moment-là, qui sont d'une part l'idée qu'il faut que les pouvoirs publics interviennent pour soutenir une création indépendante, donc qui soit indépendante du pouvoir économique, notamment pour soutenir l'avant-garde, ou en tout cas une certaine innovation esthétique. Donc ça, c'est le premier pilier. Puis le deuxième pilier fondamental, c'est l'idée que cette culture de service public doit s'adresser au public le plus large possible. Parce qu'il y a cette idée après-guerre très importante que la culture, au sens large, est peut-être un outil d'émancipation de la population ou d'éducation, etc. Donc l'intervention publique en matière culturelle, en fait, elle fonde sa légitimité notamment sur la question du public. C'est aussi ce qui fait que c'est si important. Ce qui fait aussi que c'est important, c'est que le public, il paye et que ça assure aussi un équilibre économique. C'est un aspect qu'on met moins en avant, mais qui est aussi un aspect assez quand même tout à fait important. Alors la question du public, en fait, en tout cas la définition du public tel qu'il doit être atteint, elle a évolué en fait depuis 1945 en fonction effectivement des conjonctures économiques, mais aussi en fonction des rapports de force, à la fois vis-à-vis du monde politique, mais aussi au sein du secteur culturel, où tous les acteurs culturels n'ont pas toujours été d'accord sur le type de public qu'il fallait cibler en priorité. Alors après-guerre, il y a quand même globalement, ce qui est globalement assez partagé par les acteurs culturels et les artistes qui portent cette idée d'un service public de la culture, c'est la nécessité que le public en fait représente la population dans son ensemble. Donc il y a vraiment cette idée de lieu de la culture qui doivent être des lieux de la démocratie où on va retrouver, c'est ce qu'on retrouve dans les discours de Villard. L'idée, c'est de dire il faut qu'on retrouve le chef d'entreprise, l'artisan, l'ouvrier, côte à côte dans la salle de théâtre. Donc, il y a vraiment toute cette mythologie qui se construit. Petite chose importante, alors il y a des tentatives effectivement qui sont menées pour essayer de faire venir la totalité du public, notamment en termes de tarification, d'explicitation aussi des programmations, etc., pour donner envie, pour faire venir. On va aussi vers, je rebondis sur ce que disait Flora, on va aussi vers, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout un travail de tournée qui est proposé très largement en dehors de Paris, dans les villes, mais aussi dans les villages, etc., pour apporter la culture à la totalité de la population, aussi dans une logique d'aménagement du territoire, parce que cette popularisation, cette ouverture au peuple, elle va aussi avec un travail aussi territorial, de maillage territorial qui est important. Alors, ce qui est intéressant à l'époque, c'est qu'en tout cas, les pouvoirs publics s'intéressent assez peu à la manière dont on définit ce que devrait être le public. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est les critères qui sont utilisés à l'époque par le secrétaire d'État à la culture pour vérifier si le travail fait au niveau du public correspond à leurs attentes. Et à l'époque, on n'est pas tant dans des logiques quantitatives, c'est-à-dire bien sûr qu'il y a l'enjeu de faire venir du monde, mais ce qu'on repère dans les rapports d'inspection, etc., ce qui compte, c'est le fait que les gens prennent du plaisir et aient envie de revenir. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment un enjeu de comment s'opère la réception aussi des œuvres culturelles, des œuvres qui sont proposées pour le public qui va être touché. Alors, c'est des choses qui vont évoluer petit à petit. Déjà, ce qui va évoluer, c'est la notion de public en tout cas cible, puisque la définition initiale de cette idée d'un public qui serait représentatif de la population française dans sa globalité va évoluer à la fin des années 60, à la fin des années 50, et début des années 60, vers des tentatives beaucoup plus politisées, c'est-à-dire vers une conception beaucoup plus classiste du public à toucher, dans la mesure où, notamment sous l'impulsion de metteurs en scène d'obédience plutôt communiste ou proche du Parti communiste, il va y avoir cette idée qu'au fond, la culture ne doit pas seulement être éducatrice de la population ou émancipatrice au sens large, mais va avoir plutôt pour objectif d'émanciper les classes populaires et, de prime abord, la classe ouvrière. Donc là, on va donner à la notion de public une visée, disons, plus politique, puisqu'il s'agit d'émanciper le peuple de sa propre condition avec cette idée que l'art et la culture sont des outils critiques. Et là, à cet endroit-là, on a aussi un monde culturel qui vient se positionner aussi en contre de certains pouvoirs publics, notamment du pouvoir gaulliste de l'époque, avec cette idée que la culture, c'est aussi un poil à gratter. Donc,
C'est intéressant parce qu'on est aussi dans un secteur d'activité qui est financé par les pouvoirs publics au nom du caractère émancipateur de l'art, mais qui se retrouve dans une espèce de frottement, en tout cas avec cette idée. Ce financement, il est aussi là pour émanciper le peuple d'un éventuel pouvoir politique qui serait discriminant, aliénant, etc., etc. Donc là, c'est les années 60, mais il y a toujours, en tout cas, dans les expérimentations qui sont menées, notamment dans les communes communistes ou par ces metteurs en scène communistes qui se revendiquent d'un théâtre de classe, toujours cette idée, cette grande attention qui est portée aussi à la réception des œuvres par le public, à la relation qui s'opère entre les artistes et la population ciblée et ce public ciblé, etc. C'est quelque chose qui va assez nettement changer à partir des années 70, et je passe rapidement là-dessus, on y reviendra peut-être, où à partir des années 70, on va avoir peu à peu une conception du public qui va aller vers de plus en plus vers une conception assez rationnelle, rationalisée, quantitative. Là où précédemment, la question du public, elle s'étudiait aussi beaucoup à travers des études qualitatives. Qui sont les gens qui viennent? Comment se compose le public? Quelle est la réception des pièces? Ce que je disais tout à l'heure. De plus en plus, à partir des années 70, ce qu'on va attendre, c'est plutôt un remplissage des salles et la nécessité, en tout cas un enjeu du public qui se retrouve autour de critères quantitatifs. L'essentiel, c'est de remplir les salles et de toucher le plus grand nombre de personnes possible. Alors ça a à voir avec une transformation du champ artistique qui, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, va s'orienter de plus en plus vers les questions esthétiques et où la question du public, si elle continue à être très importante puisqu'elle est source de légitimité, elle devient petit à petit secondaire. Et puis c'est lié aussi à la transformation du champ politique, avec notamment tout un phénomène qui s'opère à partir des années 70 et dont on ne voit plus la fin, qui est un phénomène de rationalisation de l'action publique qui fait qu'une action publique considérée comme efficace est une action publique qui peut être quantifiée, et c'est ce qui s'opère pour le public à cette époque-là. Et on n'en est pas vraiment sorti, à vrai dire, malheureusement. Alors, si la question du public devient secondarisée, c'est peut-être pas le cas dans ta pratique esthétique et artistique, Jenny. Tu t'intéresses aux relations entre les formes esthétiques et le public, à la fois dans ton travail sur le terrain, à la fois aussi dans ton travail de réflexion que tu as mené en thèse. Qu'est-ce que c'est qu'un public? Qu'est-ce que c'est qu'un spectateur? Quel type de relation nous entre le créateur et son public? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qu'on adresse? Il y a plein de questions là-dedans. Mais en tout cas, du point de vue de comment je pratique la dramaturgie, oui, évidemment, la question du spectateur, de la spectatrice, des publics, elle est toujours centrale, puisque le travail, c'est aussi de se dire comment quelqu'un qui va voir ce travail pour la première fois va le recevoir. Donc, c'est essayer d'envisager la rencontre à venir. Donc forcément, c'est au cœur du processus de création. Sur la partie plus de la recherche, pour moi, le rapport au public, c'est aussi ambivalent parce que c'est des injonctions par moment. C'est comment on considère justement un peu ce que disait Flora tout à l'heure, c'est-à-dire comment on fait pour pas saucissonner et dire on s'adresse à tel type de personne ou tel type de personne, puisque c'est pas l'objectif d'une création, en tout cas pas moi comment je travaille. Je ne dis pas que je vais faire un spectacle pour tel type de personne, voilà. Et plus largement, j'ai envie de dire que la question des publics, elle est très liée aux formes, parce qu'on ne construit pas les mêmes formes pour une jauge de 150 personnes, de 300 personnes, de 5000 personnes. Et ça, c'est une vraie question aussi pour nous, de se dire cette histoire, comment on la raconte, l'histoire qu'on veut raconter, et à qui on s'adresse, dans quel degré d'intimité, ou au contraire, dans quel aspect monumental des formes. Et donc ça va guider aussi un peu la destination de la création. Ouais, donc c'est une question qui se pose à plein d'endroits. C'est pour ça que je dis qu'il y a plein de questions. Et ensuite, moi je vois autre chose d'un point de vue de la recherche, c'est qu'il y a des publics, donc le S, il est très important, mais il y a aussi des périodes, des moments d'actualité, des événements, et ça bouge. Ça nous bouge, on est traversé. Et ça, c'était plus le travail que j'ai fait dans ma thèse, mais c'est aussi de se dire, on ne peut pas recevoir un objet de la même manière, parfois à une semaine d'écart, parce qu'il y a des événements qui percutent
l'espace collectif, l'espace public au sens symbolique, pas forcément, mais parfois l'espace public au sens spatial, qui font qu'on est toujours en train de se questionner et parfois même de revoir certaines formes ou de se demander qu'est-ce qui ne doit pas être manqué par rapport au présent. En tout cas, moi, je me le pose comme ça. Oui, parce que du coup, le public tel que tu l'envisages est traversé par des forces transformatrices qui émanent de la société, des événements politiques et autres. Transformatrices ou voilà, conservatrices, mais en tout cas, je ne pense pas qu'on puisse se poser la question de cette rencontre avec le public sans interroger qu'est-ce qui a lieu, qu'est-ce qui est dans l'air, et du coup, qu'est-ce qui va marquer cette rencontre. Même si on rêverait que cette rencontre soit protégée, elle l'est d'autant moins d'ailleurs dans l'espace public, qui est un des endroits où moi je travaille, c'est jamais neutre, l'espace public. Mais tu disais justement, toi, le cœur de ton travail, c'est l'espace public, que ce soit à travers le cirque, à travers le théâtre de rue aussi. Donc la question du aller vers ou de faire venir ne se pose plus. On crée un espace commun où... Mais bien sûr, mais tu as raison de me... Pardon, mais si, bien sûr qu'elle se pose. Parce que c'est pas parce qu'on s'installe sur une place que les gens vont venir. Elle se pose différemment. Elle se pose différemment parce que parfois on parle de public captif ou de public non captif, non bizarre. C'est des termes avec lesquels moi je suis pas je suis pas familière parce que c'est pas ma langue. Mais c'est une réalité de terrain qui a des personnes qui vont passer à côté, même quand on crée dans l'espace public. C'est-à-dire que tout le processus de création a lieu dehors, dans, a priori, des environnements qui sont traversés. Il y a des gens qui vont s'arrêter et d'autres qui vont se sentir moins autorisés à s'arrêter. Par contre, ce qui change, c'est qu'il n'y a pas un seuil à passer. Ou en tout cas, le seuil est beaucoup plus poreux. Et là, ça change le rapport, parce que finalement, nous, on vient s'installer dans un espace qui est construit d'habitude. Par exemple, des gens qui vont sur le chemin du travail, qui vont récupérer leurs enfants à l'école, j'en sais rien, qui vont au café le matin. Et donc, c'est nous qui nous invitons dans cet espace. Et donc, le aller vers, c'est à nous de le faire. Parce que parfois, on le perturbe aussi, cet espace public. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, demander de pouvoir travailler sur un parking. Donc, les voitures ne vont plus pouvoir se garer. Donc, on va créer une forme de nuisance légère, mais néanmoins de changement d'habitude. Donc il y a tout un travail aussi très, très concret de contact, de rencontre, d'expliquer pourquoi, et qui change un petit peu la donne de ce qui se partage avec les gens. Certaines formes ont besoin de passer par des complicités avec des habitantes et des habitants pour pouvoir justement étendre encore plus loin l'espace qu'on traverse. Donc si dans un spectacle on fait apparaître un ou une personnage dans une fenêtre, il va falloir rencontrer les gens de cet immeuble. Voilà, ça crée d'autres questions. C'est des rapports complices qui se créent à ce moment-là. Ouais. Valia, si on vient au terrain de main-d'œuvre, alors là on a un lieu qui est un lieu campé dans un territoire qui est identifié, qui donc doit répondre aussi à des critères institutionnels, qui fait son rapport annuel d'activité, qui dit voilà, on a fait tel et tel événement, quantifié avec tel public, telle fréquentation. Pourtant, on sent bien que il faut bien répondre à certains critères qui permettent d'avoir des budgets ensuite aussi, et une reconnaissance publique, mais le cœur de l'activité d'un lieu comme main-d'œuvre, un lieu intermédiaire et indépendant, c'est vraiment de favoriser la rencontre, de s'ancrer entre le lieu, la mémoire de ce lieu et le territoire et ses occupants et ses habitants. Tout à fait. Donc, main-d'œuvre de sa création, en fait, c'est assez historique, en fait, les rapports qu'il a avec ce qu'on peut appeler aujourd'hui les publics ou son territoire. Main-d'œuvre, juste pour dire deux mots de ce que c'était déjà cette structure et ce qui c'est aujourd'hui. Main-d'œuvre, c'était un centre social et sportif des usines Valeo Ferrodo, c'est des usines de fabrication de pièces de voitures. Donc, cet espace a été créé pour les ouvriers et leurs familles, pour qu'ils puissent venir se restaurer, faire du sport et des activités dans ces bâtiments, dans ces dédales de 4000 mètres carrés. Donc, c'est quand même un très gros bâtiment des années 50, avec une façade classée aujourd'hui. Donc, c'est du patrimoine quand même industriel, cet espace.
Et il faut savoir que une fois que la ville a racheté ces bâtiments et mis à disposition à l'association Main-d'œuvre, donc l'association Main-d'œuvre a été créée pour le projet de Main-d'œuvre aujourd'hui, ça a été pensé et réfléchi avec ces ouvriers-là. Oui. Qui avaient abandonné du coup ces bâtiments et leurs familles, qui sont venus réfléchir tous ensemble qu'est-ce qui va être l'avenir de ce lieu-là. Évidemment, l'idée de créer un lieu pour donner la place et des espaces de travail aux artistes, surtout des lieux de friches industrielles qui ne servaient plus à rien à l'époque, alors qu'il y avait une énorme demande des artistes d'occuper ces espaces-là pour travailler, pour pouvoir créer, tout en étant en contact avec la population et les territoires dans lesquels ils travaillent. C'était l'idée primordiale de la fabrication, de repenser en tout cas ces lieux-là, mais ça a été pensé avec ces ouvriers-là. Donc dès le départ, le projet Main-d'œuvre était un projet absolument participatif, et pas juste pour dire le mot participatif, parce qu'aujourd'hui on l'utilise de plus en plus, notamment pour faire des dossiers de subventions et avoir de l'argent pour faire des projets, mais parce que c'était une réalité. Aujourd'hui, Main-d'œuvre, les slogans de Main-d'œuvre, quand on arrive, c'est un lieu pour l'imagination artistique et citoyenne. Main-d'œuvre, c'est pas un lieu dédié seulement aux artistes, c'est un lieu dédié aux citoyens. Et moi, je préfère d'ailleurs utiliser ces mots-là quand on parle de public. Public, ça veut tout et rien dire aujourd'hui. Et puis, c'est un peu débitoire aussi de parler de public comme ça. Donc, on parle de citoyenneté, on parle de vraies personnes. Quand Flora, elle disait, on sort dans l'espace public ou on sort dehors, en tout cas, hors les murs, nous, on a réalisé, on parlait beaucoup d'action culturelle. Encore une fois, pour moi, ça veut tout et rien dire, action culturelle. Pour moi, c'est de la création amateur avec de vraies personnes, de tout âge possible, tout milieu possible, tout parcours possible. On a réalisé qu'en essayant de faire énormément de choses dans la structure, dans ces bâtiments, dans les murs-là, ça ne fonctionnait pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est qu'en allant vers les gens, en sortant de chez nous. Il faut savoir aussi qu'on est dans une ville assez particulière, on est dans le nord de Paris, à Saint-Ouen-sur-Seine, une ville avec beaucoup de quartiers prioritaires de politique de la ville, un main-d'œuvre qui est entouré par 7 différentes cités. Il faut savoir aussi que la situation est assez complexe dans cette ville-là. La drogue, la violence policière, la pauvreté évidemment, la discrimination, l'immigration. Donc on a affaire avec tous ces sujets autour de nous. Une fois sortis de nos murs, aller vers ces gens-là et travailler notamment aussi avec des associations relais au sein de ces cités-là, parce que c'est très important. On a l'impression que nous, avec toutes nos connaissances, tous nos bagages de la culture, de ce que c'est l'art, de ce qu'on a envie de transmettre, on connaît tout, mais on ne connaît pas du tout en fait. Donc il faut être bien conscient de ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et aller trouver les bonnes personnes, les bonnes associations, les maisons de quartier qui travaillent directement avec ces familles, avec ces gens-là. Mais c'est mettre en contact avec eux. Ce que je te disais quand on a parlé, c'est que au tout départ pour nous, tout s'est créé, la relation en fait et la confiance vient entre les personnes. Donc le porteur du projet, il va y aller, il va passer beaucoup de temps sur place, sur cette cité, sur ces territoires, sur cette ville, sur ces villages, peu importe les territoires pour lesquels on parle. Et c'est d'abord entre cette personne-là, par exemple moi, Valia, et les familles, que la relation va se créer. Il n'y a pas main-d'œuvre. L'association main-d'œuvre, on s'en fout, on ne les connaît pas. Et c'est à travers la co-construction de ces projets-là, peu importe le type de projet, artistique, social, socio-culturel, on s'en fout les projets, quelle forme ça va prendre à la fin. Le plus important, c'est la création, c'est cette co-construction, c'est cette réflexion commune qu'on a avec ces personnes-là. Donc, dans un premier temps, ils vont identifier Valia. Ah, Val, elle est gentille. Val, elle prend du temps avec nous et Val, elle vient nous voir tous les jours, tous les week-ends, tous les mois, pendant des années, pour co-construire avec nous. Et une fois cette confiance instaurée, main-d'œuvre va venir dans un second temps, tout à fait. Et on a réalisé du coup à travers des longs projets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on mène des actions hors les murs, on mène des actions de 1, 2, 3, 4 ans, de vraies actions, de vrais projets. Penser dans la longueur, des projets aussi qui se transforment, qui changent et qui s'adaptent en fonction des personnes qui participent, en fonction de plein de choses. Aussi les contextes politiques, sociaux, économiques du moment. Donc,
on a réalisé alors qu'une fois ces projets mis en place, réussis, suivis, ces personnes-là viennent par eux-mêmes dans la structure et réussissent enfin de franchir la porte et venir dans un lieu culturel, dans un centre d'art, qui, il y a encore quelques temps, ils ne connaissaient même pas alors que c'était à deux pas de chez eux. Il faut savoir que Main-d'œuvre, il est sur le territoire de Saint-Ouen depuis 25 ans. Donc, c'est une structure culturelle assez connue et reconnue au territoire de Seine-Saint-Denis en général, et même en Île-de-France et en France et à l'international. Sauf que ces personnes-là qui habitaient et qui étaient voisins depuis des longues années, ils ne connaissaient même pas ces lieux-là. Ils les voyaient de l'extérieur, mais ils n'arrivaient pas à franchir la porte parce qu'ils ne croyaient pas que c'était pour eux. C'était pas pour eux. Alors qu'aujourd'hui, ils arrivent en famille, les enfants, ils courent partout dans les bâtiments, ils connaissent tous les artistes, ils connaissent les ateliers, ils ouvrent les portes, ils participent dans des moments de création, des résidences, des répétitions avec les artistes, ils discutent avec tous les artistes, ils discutent avec les équipes, ils viennent au du bonjour, les voisins, ils se sentent aussi de la même manière, et puis surtout, quand on dit il faut sortir un peu de chez nous, moi ça m'arrive régulièrement quand on met en place des événements aussi dans les murs, des expositions, des moments conviviaux avec les habitants, des spectacles, des concerts, de prendre mes petites jambes et aller frapper la porte de tous nos voisins. Justement, déjà parce que ça me fait plaisir de les rencontrer, de les connaître, et parce qu'on réalise aussi que les gens ils sont très gentils, accueillants et ils nous invitent chez eux. Et comme ça, on crée vraiment une relation humaine, normale. Et à travers ça, leur présenter aussi la programmation accessible, ouverte, leur faire comprendre en fait que c'est un lieu ouvert à toutes et à tous. Et il faut savoir que nous, 90% de notre programmation est gratuite. Donc, elle est accessible à toutes et à tous, sauf qu'il faut le faire comprendre aussi aux habitants, aux citoyens, aux gens au sens large, et surtout les gens, les locaux, parce que nous, on aime beaucoup travailler aussi avec les publics locaux. Local, oui. nos locaux, quoi. Donc, il faut aller les voir, il faut parler avec eux. Donc, c'est à travers la rencontre, à travers la confiance, à travers la co-construction. On n'arrive jamais avec un projet tout fait. On a quelques idées. On pense que c'est comme ça, souvent ça change, souvent ça devient quelque chose de complètement différent, et c'est ça aussi la magie de l'art, et c'est ça aussi la magie des co-constructions. Et on n'arrive pas avec nos gras sabots à dire voilà, on va faire comme ça, et ça va être ça les projets avec tels artistes. D'ailleurs, il faut savoir que Main-d'œuvre, c'est un lieu pour l'émergence artistique, c'est-à-dire on accueille une centaine d'artistes par an, des artistes émergents qu'on accompagne à la professionnalisation, et un des critères en fait de la sélection de ces artistes-là, c'est de s'y intéresser au territoire. C'est pas forcément d'avoir l'envie d'aller faire des ateliers ou faire des actions culturelles, ou on peut l'appeler comme on veut, ou travailler directement, pratiquer en tout cas avec ces personnes-là, mais c'est avoir la curiosité, l'envie d'aller à la rencontre de ces personnes-là, oui. Que ce soit dans le cadre d'une création, ou que ce soit vraiment par simple curiosité et envie de comprendre où ils se trouvent. Et justement, parce qu'on a le sentiment, et que la démarche que tu l'as dit, elle a été initiée en disant il faut un outil de travail pour les artistes qui se sont donc retrouvés à Main-d'œuvre, mais il y a aussi l'idée d'avoir un ancrage territorial et d'avoir une relation. Le projet créatif ne peut continuer à vivre que s'il y a du lien, du liant et de la confiance réciproque qui s'établit. Or, on a l'impression, là je reviens sur une démarche plus historique, Marjorie, qu'on a une dissociation de plus en plus marquée entre d'un côté la démarche de création et l'autre la démarche plus éducative, de démocratisation, qui est animée par des médiateurs et des animateurs qui viennent faire le lien entre la population et la démarche artistique. Ce que représente Main-d'œuvre aujourd'hui. Ouais, alors je ne sais pas si elle est de plus en plus marquée. Moi, au contraire, je trouve qu'actuellement, on voit de plus en plus de lieux ou de compagnies, même si c'est plus difficile pour les compagnies, qui essayent de réaffirmer le lien très fort entre création et action culturelle. Mais ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est qu'historiquement, il y a une coupure qui s'est opérée et qui a imposé des manières de faire assez contraintes, en fait, jusqu'à récemment. En fait, je reviens à l'après-guerre, quand ce service public de la culture se construit. Je disais qu'il y avait deux piliers qui étaient la création et l'action du public, et les artistes eux-mêmes
considèrent que c'est totalement indissociable. D'ailleurs, on n'a pas de distinction de métier, c'est-à-dire par exemple les troupes qui sillonnent le territoire français au nom de ce service public de la culture, de la défense d'un théâtre populaire. Les membres de ces troupes sont extrêmement polyvalents. Donc par exemple, le chef de troupe n'est pas nécessairement d'ailleurs le metteur en scène, hein, il n'y a pas du tout de metteur en scène star à l'époque, mais peut être quelqu'un qui va être à la fois, qui peut faire l'administration, qui peut jouer, mais qui va aussi prendre en charge la relation publique, la conquête de nouveaux publics à travers de la communication, la relation avec les enseignants, la relation avec, les fédérations d'éducation populaire locale, etc., etc. Il y a une première coupure qui est instaurée, c'est-à-dire dans le secteur, on considère souvent que la coupure entre création et action culturelle daterait de la création du ministère de la Culture sous Malraux, en 59, puisqu'il va opérer effectivement une coupure institutionnelle, d'une part en reléguant hors du ministère de la Culture toutes les associations d'éducation populaire qui sont désormais gérées par Jeunesse et Sport, et puis également au sein même de l'organisation du monde du spectacle, il va imposer l'institutionnalisation en quelque sorte de deux types de lieux. D'un côté, les centres dramatiques nationaux supposés être dirigés par des artistes et supposés être dédiés à la création, et puis de l'autre côté, les maisons de la culture, qui sont à l'époque dirigés par ce qu'on appelle des animateurs, qui seraient aujourd'hui les programmateurs, programmatrices, et qui seraient dédiés à l'élargissement des publics, à la diffusion des œuvres publiques. C'est-à-dire que pour lui, il opère véritablement une scission institutionnelle entre création et action culturelle. Alors moi, ce que je montre dans mon travail, c'est les acteurs culturels, au premier rang desquels les artistes, ne s'approprient pas du tout au départ cette séparation des fonctions, puisqu'au contraire, ils revendiquent la nécessité d'avoir une prise sur la question des publics, puisque ça fait partie de leur ADN, en fait, à ces troupes, à ces artistes, etc. Alors, il faut préciser qu'à l'époque, c'est plus facile aussi pour les troupes d'avoir une prise sur la question du public, puisque ces troupes-là tournent, etc., dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des lieux non dédiés, et dépendent beaucoup moins de lieux pour ce qui est de la question de la relation publique. Donc ça permet aussi plus peut-être d'articuler, de mailler les questions de création avec celles de public. Il y a plein d'exemples super intéressants sur comment on intègre à la création des troupes de théâtre amateurs qui sont des habitants du quartier, qui vont permettre ensuite de faire venir un public, etc. Ou la manière, par exemple, dont les créations sont testées auprès d'un public de spectateurs ou de spectatrices qui vont ensuite dire « Ah bah tiens, tel truc, tel moment, on se fait un peu chier, il faudrait que tu revois le rythme, etc. Mais ça, on comprend pas trop, etc. » Cet effet co-construction explique aussi peut-être la bonne réception aussi de certains spectacles. C'est-à-dire qu'il y a un ajustement très très fort des spectacles au public qui est aussi permis par la grande proximité au public. Les troupes aussi, elles sont très implantées territorialement. On n'est pas encore dans une logique de diffusion telle qu'elle s'est imposée ensuite dans les années 70, puis a fortiori dans les années 80, où quand on est une compagnie, pour être reconnue, notamment par les pouvoirs publics et particulièrement par l'État, il faut diffuser dans tout le réseau des centres dramatiques, dans les scènes nationales, etc. À l'époque, la consécration, elle se fait plutôt sur l'implantation locale, plutôt sur la capacité à trouver un public local, même si la question de la qualité des pièces, elle joue assez fort. Et ça, c'est quelque chose qui va se transformer très très fort dans les années 70. J'en parlais tout à l'heure avec à la fois une transformation du rapport au public qui est renvoyé à quelque chose de plus quantifié, quantifiable, mais aussi par une transformation même du champ artistique où petit à petit, au sein du monde artistique, ce qui va être de plus en plus valorisé, c'est la question de l'innovation esthétique, de l'innovation formelle. C'est lié à la diffusion aussi, à l'importation aussi en France de nouvelles formes esthétiques venues des États-Unis, du Mexique, de Russie, d'Allemagne, etc., qui vont très fortement influencer aussi les artistes qui travaillent dans le champ théâtral, qui vont affirmer davantage le travail de mise en scène, davantage un travail formel. Alors ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que cette exigence formelle, elle souffre aussi plus difficilement les réactions du public. Ce sont des spectacles qui sont a priori un petit peu plus difficiles pour le public, parce qu'ils nécessitent davantage de codes, voilà. Mais là où précédemment, effectivement, on avait des artistes qui travaillaient en co-construction des spectacles avec le public avec lequel ils étaient en fidélité en quelque sorte, c'est quelque chose qui devient moins entendable. Un autre effet aussi un autre élément qui va en tout cas favoriser cette séparation entre création et action culturelle, ça peut paraître très paradoxal, mais c'est mai 68, puisqu'en mai 68 va se développer tout un discours au sein du monde artistique, un discours très
très révolutionnaire pour le coup, qui dit qu'il faut que ça suffit finalement ces intermédiaires entre l'art et le peuple, intermédiaires qui viendraient en quelque sorte embourgeoiser la relation entre l'art et le peuple et casser en tout cas une relation directe entre l'art et le peuple. Et sous couvert de retrouver une relation directe avec le peuple, eh bien des artistes vont dans les lieux qu'ils dirigent notamment licencier des animateurs. Et ça se fait finalement au pire des moments, puisque ces animateurs, qu'on appellerait aujourd'hui des médiateurs, qui avaient vocation à créer du lien, à aider à ce maillage justement entre création et action culturelle, eh bien, ils sont licenciés au moment où justement les spectacles s'orientent de plus en plus vers des spectacles à clé en quelque sorte, puisque on a des spectacles formels plus complexes, etc., et plus complexes en termes de réception. Donc cette séparation, elle s'opère véritablement dans les années 70, et c'est pas seulement une séparation, mais c'est aussi une hiérarchie qui va s'opérer à partir des années 70, qui va être renforcée dans les années 80, entre ce qui serait des projets de création, qui sont généralement mieux financés et qui sont plus porteurs en termes de carrière pour les metteurs en scène, metteuses en scène. Et puis, le travail d'action culturelle qui est renvoyé notamment dans les années 80 vers ce qu'on appelle le socio-cul, terme ultra disqualifiant, et qui vient qualifier en quelque sorte tous les projets qui seraient davantage orientés vers les publics. Et c'est quelque chose qui est, c'est une disqualification qui est objectivable aussi dans les financements accordés. Hein. Aujourd'hui encore, les financements dédiés à des projets qui sont renvoyés à de l'action culturelle, c'est le cas des projets participatifs qui sont renvoyés à de l'action culturelle, eh bien, sont beaucoup moins financés et sont aussi souvent moins porteurs en termes de carrière notamment à la direction des institutions. Donc c'est un peu toute la difficulté qu'il y a de ça. Alors je disais tout à l'heure en prélude de mon intervention là que ça changeait, c'est-à-dire il me semble qu'il y a toute une nouvelle génération d'artistes ou même des vieux artistes qui reviennent un peu sur ce qui s'est passé précédemment, qui ont envie de retravailler la dimension participative des spectacles, de retravailler ce maillage, etc. Mais c'est freiné à la fois par un système de financement qui reste en fait extrêmement fléché, extrêmement compartimenté et qui fait que quand même la création reste mieux financée, qui renvoie aussi le travail auprès de certaines strates de la population qui ne viennent pas à des projets d'action culturelle, mais qui travaillent assez peu finalement à la constitution d'un public fidèle. Donc ça, c'est aussi des questions qu'on pourrait aborder. Et puis une des difficultés aussi, elle est liée que les compagnies qui souhaitent mener ça, à moins de travailler en théâtre de rue et encore, eh bien elles sont en fait extrêmement dépendantes des lieux et du bon vouloir des lieux et de la relation que les lieux nouent avec le public local, etc. Et les compagnies, en fait, elles sont dépendantes de ça, elles n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, et elles ont d'autant moins de marge de manœuvre qu'elles sont prises dans des logiques, dans des injonctions économiques, politiques, etc., à la diffusion sur le territoire français, etc., qui leur permet aussi parfois difficilement de créer cette relation publique. Donc, ce que je dirais, en tout cas pour finir là-dessus, c'est qu'il y a une séparation historique qui s'est imposée, et aujourd'hui, il y a beaucoup de volonté pour revenir sur cette séparation, mais c'est pas si simple que ça. Flora, si je ne fais pas erreur, toi, tu es vraiment à l'endroit justement de cette articulation-là, essayer de penser la création, l'intention des artistes avec un projet pédagogique derrière, une inscription dans le territoire, des projets qui ne soient pas des one-shots. Et à Paris, vous devez gérer aussi l'abondance d'offres, l'abondance de besoins très divers et variés, et tu es au carrefour de toutes ces demandes. Oui, moi je me retrouve beaucoup dans ce qui a été dit par Jenny, par Valia, c'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose de l'ordre de la réciprocité. Et en fait, à la fois être à l'écoute des besoins de la population, des équipes artistiques, et nous, en tant que acteurs institutionnels publics, on est là aussi pour que la rencontre elle s'opère. Et ce qui est, je trouve, toujours intéressant dans cette rencontre, mais c'est exactement ce que disait Valia ou Jenny, c'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde doit accepter de sortir de sa zone de confort. Et se dire que, évidemment, on va penser des critères parce qu'il y a de l'argent public et qu'il faut quand même que cet argent il soit bien dépensé et qu'il y ait de la transparence derrière, mais que finalement, chaque projet va être sur mesure. Et que là, par exemple, pour rebondir sur le phénomène que vient de décrire Marjorie, nous, on met en place, alors c'est aussi à la faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques, on est aussi allé explorer d'autres lieux d'intervention, d'autres façons de travailler, des résidences
de création et d'action culturelle en milieu non dédié. Et donc, il va y avoir des artistes qui vont aller sur un temps long, créer et faire dans le même temps du travail avec des usagers de clubs sportifs, avec des personnes dans des établissements d'accueil de la petite enfance, dans des établissements médico-sociaux. Et on ne travaille pas pareil, en fait, quand on va faire une action dans une salle d'accueil de PMI, dans un terrain de basket dans l'espace public ou dans un centre social. Et il y a besoin justement de ces fameux, alors on peut les appeler comme on veut, relais, complices, facilitateurs, médiateurs, parce que c'est des personnes qui, en fait, savent parler finalement les différents langages, qui connaissent aussi les contraintes des uns et des autres. Et pour donner un exemple sur la question du temps long, moi je pense que c'est évidemment nécessaire et on arrive à Paris parce qu'on a les moyens de le faire, de pouvoir encourager des reconductions, par exemple dans les collèges, quand les deux parties souhaitent continuer à travailler ensemble, de leur permettre, parce qu'en fait, le temps d'interconnaissance, c'est déjà un temps assez long de savoir trouver une salle, trouver les moyens, etc. Et donc, une fois que ce temps d'interconnaissance existe, que les gens commencent à être à l'aise, là, on ne va pas leur dire, non, en fait, c'est fini, maintenant, il faut changer de partenaire, de pouvoir continuer à les encourager. Et c'est génial parce que ça permet qu'après, les projets ils grandissent, qu'il y ait des partenariats qui se nouent avec plus de monde, plus de moyens, qui prennent d'autres dimensions. Mais parfois, c'est pas possible de travailler dans le temps long parce qu'il y a des personnes qui sont pas capables de s'engager sur une année. Il y a des gens qui sont précaires, qui sont en recherche d'emploi, qui ont des contraintes, qui bossent la nuit, etc. et qui peuvent pas s'engager à venir sur le temps long. Et donc, en fait, c'est important d'avoir des principes, d'essayer d'être guidé par ces principes, mais il faut aussi être à l'écoute du réel. Et parfois, le réel, c'est s'adapter et c'est accepter que des gens ne sont pas disponibles. Et tout ça est toujours très, très subtil. Et je pense que ce dialogue-là, il fait grandir tout le monde, à la fois les artistes qui vont aussi changer leur manière de faire et se nourrir aussi parfois de ces contraintes du terrain. Et puis, ils font aussi grandir les personnes qui vont accueillir des équipes artistiques parce qu'ils vont être bousculés dans leurs a priori, dans leurs préjugés. Et je pense qu'on a tous des préjugés, en fait, et c'est normal, c'est humain. Et que ces rencontres, elles permettent, en fait, d'aller à la découverte de l'autre et de construire quelque chose ensemble. Enfin, c'est ce que disait Valia tout à l'heure sur la co-construction. Après, on peut l'appeler de plein de façons. Je pense qu'il y a quelque chose finalement de l'ordre du respect de l'autre et d'aller à la découverte de l'univers de l'autre. Et moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué, notamment dans le milieu de la petite enfance, parce que il y a heureusement tout un tas de milieux où les gens finalement ils sont très acculturés aux projets culturels et artistiques dans les écoles, dans les collèges. Ça fait partie des programmes scolaires maintenant et c'est formidable. Là, on est avec un public captif, justement. Alors voilà, moi aussi, je déteste ce mot. Mais en effet, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont... Les élèves, ils ont rien demandé. Ils arrivent, il y a un artiste qui arrive. Bon, quand on a 13 ans, on n'a pas forcément envie d'aller faire un atelier d'expression corporelle. Bon, donc c'est eux qu'on appelle public captif parce qu'ils sont là. Et puis, ils n'ont pas le choix. Toutes les semaines, ils vont avoir un artiste qui va venir. Ceux qu'on appelle les publics non captifs par opposition, c'est en effet la personne qui va passer dans la rue ou des jeunes en club de prévention qui ne vont pas être là toutes les semaines de façon régulière. Mais ce que je trouve beau, du coup, par exemple, dans les projets avec la toute petite enfance, c'est qu'il y a des professionnels qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des artistes qui viennent à leur rencontre. Nous, à Paris, les professionnels qui travaillent dans les crèches, par exemple, c'est pas forcément des personnes qui habitent à Paris, c'est pas des personnes qui ont forcément beaucoup de revenus, c'est pas des personnes qui ont forcément l'habitude de fréquenter les lieux culturels et qui peuvent aussi à un moment se demander mais qu'est-ce que vient faire un chanteur lyrique ou pourquoi est-ce qu'on veut me faire faire de la danse contemporaine ou je ne sais quoi. Et l'artiste aussi va se demander mais finalement quelle va être ma place dans ce lieu très contraint parce que des fois il y a des espaces petits qui sont pas adaptés, il n'y a pas toujours un atrium magnifique pour aller créer
Et en dialoguant, en prenant le temps, nous, on insiste souvent beaucoup pour qu'au démarrage des projets, il y ait des temps sans les usagers. Alors ça, c'est encore un autre mot après les publics, mais sans ceux qui fréquentent le lieu, juste entre les professionnels qui travaillent dans le lieu et les équipes artistiques pour qu'ils apprennent à faire connaissance. Et ça, c'est des moments extrêmement importants où finalement tout le monde va aller découvrir l'univers de l'autre et pouvoir se dire finalement, j'avais bien raison, je n'aime pas le chant lyrique, c'est pas grave, mais je vois ce que ça pourrait apporter dans ma pratique professionnelle ou à l'inverse, ça va me donner envie d'aller ailleurs. Et ça, c'est des rencontres qui sont extrêmement précieuses et des gens qui vont se dire finalement peut-être que c'est pour moi aussi, ce type de projet. Et je pense que c'est vraiment des actions qui font grandir tout le monde. Et sur le rôle ce que décrivait Marjorie tout à l'heure sur le licenciement de ces fameux médiateurs, etc. Aujourd'hui, on voit combien ces professionnels, ils sont précieux parce que c'est eux qui permettent aussi de créer des occasions de rencontres, parce qu'il ne suffit pas de se dire, en effet, c'est ce que disait Jenny tout à l'heure, là, il y a l'artiste qui est sur mon chemin pour reprendre le RER tous les matins, donc c'est super. En fait, il y a besoin aussi d'avoir des gens qui disent, vous avez le droit de vous arrêter, c'est pas que pour les CSP+, ou des gens qui ont un master culture, etc. Vous avez le droit de pas aimer, vous avez le droit de trouver ça génial, vous avez le droit de rester 5 minutes, vous avez le droit de rester 1 heure, et puis ces relais, complices, médiateurs, on les appelle comme on veut, ils sont là aussi pour entendre des besoins et créer les conditions finalement pour que cette rencontre elle puisse donner quelque chose. Et puis, ça peut déboucher sur des désirs de faire autre chose. Nous, on a noué un partenariat avec la Caisse d'allocation familiale de Paris. On a une convention pluriannuelle. Et je me souviens très bien quand on a commencé, donc au départ, c'était pendant la crise sanitaire pour aller accompagner des projets pour les personnes qui étaient coincées à Paris, qui ne pouvaient pas partir dans leur maison de campagne, se mettre au vert tranquillement. Et mon homologue à la Caisse d'allocation familiale me disait, mais ce serait formidable en fait si y avait des familles de centres sociaux qui pouvaient aller au Palais de Tokyo, dans le 16e, dans les beaux quartiers. Alors le Palais de Tokyo, c'est pas une institution culturelle financée par la ville de Paris, et pourtant je me suis dit, elle me formule à moi ce désir, cette envie. Et moi, c'est facile. J'ai qu'à décrocher mon téléphone et appeler mon homologue au Palais de Tokyo, comme je pourrais appeler mon homologue un peu n'importe où. Et je me suis dit, si je peux réaliser ce rêve, moi, je me considère comme une facilitatrice, en fait. Je me dis, il faut le faire. Et du coup, grâce à ça, maintenant, le Palais de Tokyo, chaque année, fait un palais partagé pour des familles où il y a des temps d'activité pour les enfants pour que les parents puissent aussi aller visiter l'exposition tranquillement, un goûter, etc. Et puis il y a tout un tas d'acteurs culturels, alors évidemment, y compris des institutions financées par la ville de Paris qui sont aux premières loges de ces actions. Et c'est nécessaire qu'il y ait des gens qui soient capables de se dire oui, c'est possible en fait. C'est possible de pouvoir aller faire un goûter-concert au Théâtre du Châtelet. C'est possible de venir avec son sandwich écouter un concert ou un spectacle ou n'importe quoi. C'est possible tout simplement de faire un cours de Zumba, quelque part. Nous, on est là pour dire c'est possible et après de construire des choses sur le temps long et je pense qu'on est tous des maillons indispensables et qu'on ne peut pas se dire que quiconque peut se passer de ces intermédiaires. On a besoin évidemment des artistes qui créent, il y a besoin de lieux pour ancrer, se retrouver, mais il y a aussi besoin de gens qui sont à l'écoute et qui rendent les projets possibles. C'est extrêmement cohérent tout ce que vous êtes en train de dire ensemble. Quand on parlait tout à l'heure lieu de l'imaginaire artistique et citoyen, la question de la citoyenneté et du lien social, de la création de la rencontre, on a l'impression que vous ne parlez que de ça, de la rencontre et de la difficulté de créer des occasions de la rencontre dans des jeux de contraintes divers et variés. Et pour toi aussi, Jenny, c'est vraiment ce qui est au centre du jeu et qui demande effectivement du temps long. Oui, et ça va être souvent notre frustration première, notamment, alors moi je vais parler là depuis, je suis artiste dans des compagnies qu'on appelle les compagnies indépendantes, ce qui veut dire qu'ils peuvent recevoir de l'argent de l'État, mais qui ne sont pas labellisés. Donc, on a quand même
voilà, notre organisation, on va dire que c'est souvent des petites compagnies et donc on va répondre à des appels à projets, par exemple, et la rencontre, elle va être conditionnée par des enveloppes budgétaires, par un temps de réalisation du projet. Donc, et parfois, en effet, il y a des rencontres qui peuvent ne pas durer très longtemps et être très joyeuses. Enfin, on n'est pas obligé de développer un projet pendant 5 ans pour qu'il soit pertinent. Par contre, ce qui se passe dans la pratique, c'est que souvent, on ne peut pas le développer pendant 5 ans, ce projet pertinent, du point de vue d'une compagnie, parce qu'on nous demande une mobilité très grande, parce qu'il y a aussi d'autres activités et que les actions, les rencontres, ces moments-là, c'est une part de notre métier, mais c'est pas la seule. Donc, ce qui est parfois un peu vertigineux, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer dans cette première rencontre, mais que c'est borné d'avance la plupart du temps. Donc, sauf s'il y a renouvellement possible, et ça c'est magique et c'est génial que ça existe. Moi, ça m'est jamais arrivé, par exemple. La plupart du temps, ce qui m'arrive, c'est que je reviens bénévolement, je mets des guillemets là-dedans, mais qu'en tout cas, je reviens dans le civil, rencontrer des groupes avec lesquels j'ai fait des choses parce qu'on a envie de continuer d'échanger. Et puis après, on va essayer tout de même de construire autre chose un peu plus tard ou de garder ces liens-là, en fait. Et pour moi, la question du temps long, c'est aussi comment on préserve, un lien, on lui donne la chance de se déplacer, d'évoluer, comme une vraie rencontre, quoi. Ouais. Et par exemple, avec la compagnie avec laquelle je travaille à Marseille, qui s'appelle la Compagnie des Passages, qui est portée par une metteuse en scène qui s'appelle Vilma Lévy, on a construit un projet, elle a construit un projet que moi j'ai accompagné en dramaturgie sur 3 ans, adossé à un centre social. Ça a donné lieu à une super création parce que c'est vraiment, on a eu le temps de travailler, mais c'est venu de la compagnie. C'est la compagnie qui a dit au départ, on va se donner ce temps-là, qui a trouvé quand même des personnes de l'autre côté, et en particulier une interlocutrice, une homologue dans le centre social qui a rendu la constitution de ce groupe possible, et puis son extension aussi, puisqu'il s'agissait de faire se rencontrer des femmes de différents quartiers de Marseille, et que le centre social, il était dans les quartiers nord, donc il y avait une envie que ce soit aussi plus large, et que ce soit des femmes de Marseille qui échangent, et qu'on échange ensemble. Bon, et ce spectacle, il a tourné un temps, mais il ne peut pas tourner très longtemps, puisque c'est du participatif, on est 25, il n'y a pas de velléité de tourner pendant 10 ans un spectacle comme celui-là, c'est un processus. Et oui, c'est des non-professionnels. C'est des non-professionnels qui ont des vies à côté, enfin voilà, une fois qu'on l'a joué 4, 5, 6 fois, l'expérience est faite du point de vue du plateau. Par contre, le groupe existe toujours. Enfin, là, on se retrouve dans 15 jours. D'accord. Pour le plaisir d'échanger. Et c'est un groupe parfois d'entraide, parfois de fête. Et voilà, il y a ce petit monde qui continue d'exister au-delà de la création. Donc ça, c'est aussi du temps long. Ça n'existe pas d'un point de vue professionnel. Ça devient du civil, quoi. Ouais, c'est du prendre soin, c'est de la qualité du lien qui se construit, c'est du tissu social, du respect, de l'écoute. On revient à la question de l'hospitalité, et c'est vraiment aussi ce qui se trouve au cœur de Main d'œuvre, qui est un lieu d'accueil, d'hospitalité, de rencontre, de divertissement au sens large. D'éducation populaire. Et d'éducation populaire, bien entendu. Il faut bien savoir que Main d'œuvre, c'est aussi une école alternative, l'école des possibles, comme on l'appelle, donc avec presque toutes les pratiques artistiques amateurs, dédiées aux amateurs. Donc on accueille aussi un nombre de publics assez conséquent. On a 400 élèves de 0 à 100 ans, parce que vraiment on a des cours pour tout le monde. Et aussi on va avec des tarifs extrêmement solidaires pour toutes les familles, et notamment les familles locales qui sont pas les moyens en fait de payer les conservatoires pour envoyer leurs enfants, etc. Donc il faut aussi un lieu de formation professionnelle pour les artistes. C'est-à-dire comment on prépare aujourd'hui les artistes à ces mondes professionnels de plus en plus précaires, on va en parler, mais voilà, c'est un lieu quand même assez complet. Chacune et chacun peut venir au centre de Main d'œuvre, se former, pratiquer
On aime bien dire ça, c'est Fazette, la fondatrice du lieu, qui disait que main d'œuvre, c'est un lieu où on peut faire de sa vie une œuvre. En fait, on peut devenir nos propres artistes, les artistes de notre vie. Et c'est pour ça, moi, je considère de fait qu'on peut être tous des artistes. Il suffit juste de veiller, de réveiller cette sensibilité, cette poésie qu'on a tous en nous et qu'on ne connaît pas. Ou peut-être on a d'autres priorités, ou peut-être on a d'autres problèmes qu'on a envie de résoudre dans la vie. Hein. Tout tourne pas autour de l'art. Enfin, je veux dire, comme moi je travaille dans les quartiers, il y a des gens qui voient en moi la ville de Saint-Ouen, parce que la ville, par exemple, n'a pas été présente au moment où ils en ont besoin. Donc, ils m'amènent dans ces œufs pour me montrer leurs fenêtres cassées, les chauffages qui ne fonctionnent pas, l'ascenseur qui ne fonctionne pas alors qu'ils ont 70 ans, ils habitent au 6e étage. Donc, on voit très bien qu'il y a d'autres préoccupations dans la vie que l'art, mais comment on peut comprendre, apprendre, échanger et amener doucement, petit à petit, l'art dans la vie de ces personnes pour l'améliorer, pour qu'ils s'émancipent, évidemment, parce que l'émancipation est très, très importante, mais pour qu'ils puissent, eux aussi, s'exprimer, se sentir à l'aise avec leur corps, avec leur voix, dans l'écriture, dans la pensée, dans l'art politique aussi, parce qu'on peut aussi comprendre ce qui nous entoure, la société, la politique à travers l'art. C'est aussi un moyen plus facile, plus politique de comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc, main d'œuvre, c'est un lieu pour toutes ces raisons. Donc, c'est pour ça on dit que c'est un lieu de vie, c'est un lieu ouvert à toutes et à tous. On peut venir juste boire un café, rencontrer les artistes, travailler, se poser, chiller, ou apprendre, se former, participer à des spectacles, à des concerts, voir des expositions, apprendre autour de ces expositions, avoir de la médiation autour de ça. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on met en place une exposition, on mène aussi des ateliers adaptés à chaque type de public et population qui peuvent venir visiter cette population afin qu'ils puissent comprendre en fait dans quel espace ils se trouvent et pourquoi ils sont là et qu'est-ce que ça veut dire une exposition. Voilà, donc il y a plein de facettes dans ce lieu-là. Mais tu dis justement que voilà, il y a une diversité de missions au sein de main d'œuvre qui est incroyable. Donc autant production, soutien aux artistes, aller chercher les populations, monter des actions avec les bailleurs sociaux, avec les relais associatifs, être aussi un relais peut-être d'une parole qui n'est pas entendue quand il y a des problèmes sociaux, culturels qui sont rencontrés, de les faire remonter. Et là, on est hors du champ de l'art, vous avez une multitude de missions, et pourtant on va dire que la culture n'est pas un bien essentiel depuis le Covid. Comment vous, en tant que lieu, vous qui cristallisez tous ces enjeux-là, comment vous arrivez à vivre dans cette contradiction-là ? Alors, on n'y arrive pas. On lutte, on est dans une lutte permanente, on n'en devrait pas que nous. Tous les lieux intermédiaires et indépendants, des lieux comme nous, en fait, nous on est un grand lieu, il y a des lieux encore plus petits, encore moins financés que nous, dans une précarité encore plus extrême que nous sommes aujourd'hui, parce que les institutions commencent à nous abandonner petit à petit, pas que nous, encore une fois, c'est quand même un courant assez... On voit un peu la situation aujourd'hui, surtout de lieux pour l'émergence artistique. Ça, il faut le dire, parce que qu'est-ce qui se passe une fois que ce lieu n'existe plus? Qu'est-ce qui se passe pour les artistes? Qu'est-ce qui se passe pour les citoyens qui les fréquentent? Qu'est-ce qui se passe pour les enfants qui viennent apprendre? Qu'est-ce qui se passe pour nous, les gens qui travaillent dedans? Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand ce lieu n'existe plus? On parle de centaines, de milliers d'artistes qui viennent travailler dans nos locaux, de centaines de milliers d'artistes qui se font accompagner parce qu'ils démarrent leur carrière et ils ne savent pas comment faire. Et c'est normal parce que c'est très très compliqué aujourd'hui de démarrer ta carrière dans le milieu artistique. Très très compliqué. Qu'est-ce qui se passe quand il y a les enfants du quartier, les adolescents, les dealers du quartier, qui viennent frapper la porte de main d'œuvre pour dire est-ce que je peux enregistrer dans le studio parce que moi aussi je suis un artiste. Tu veux voir, j'ai 1 million de vues sur YouTube. Mais bien sûr tu es un artiste. Qu'est-ce qui se passe quand nous, on ne sera pas là ou que la porte sera bien fermée et que ce bâtiment sera transformé par exemple dans une entreprise de je sais pas quelconque ou des logements extrêmement chers pour les Parisiens. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Donc il faut se poser cette question, combien de temps encore ces lieux vont pouvoir survivre et lutter contre cette précarité et combien d'années encore ils vont être obligés d'aller, de retourner et expliquer aux institutions à chaque fois, encore et encore, c'est quoi les projets et pourquoi les projets sont si divers et variés et pourquoi il n'est pas si clair. Pourquoi il serait clair en fait?
Ces genres de lieux, c'est tout en fait. On n'est pas une seule vocation, on a plusieurs. On n'est pas que des lieux d'art, on est des lieux de vie, on est des lieux politiques. Donc forcément, le projet ne peut jamais être clair, complètement lisible. C'est la nature en fait de ces genres de lieux. Ouais. Marjorie, on a l'impression, quand on écoute Valia, qu'effectivement, il y a ces lieux émergents qui sont cruciaux, qui ont plus de mal à se faire entendre de la part des politiques publiques et des institutions. Et quand la parole de la crise de la culture est portée, elle est portée par des directeurs de centres nationaux, des porte-paroles, disons, officiels de la culture, qui ne représentent peut-être pas tous les enjeux culturels et sociaux qui sont derrière. Est-ce que le risque de la crise de la culture, c'est pas de se recentrer sur des acteurs qui sont déjà hégémoniques ? C'est un risque, mais c'est malheureusement une réalité. Alors peut-être il y a plusieurs choses dans ta question. La première, c'est effectivement, en tout cas pour revenir peut-être sur la question de l'austérité budgétaire qui s'impose actuellement et qui s'impose à tous les niveaux, au niveau de l'État. Hein. Le ministère a beau dire qu'il n'y a pas de baisse, il y en a dans la réalité. Et puis au niveau des collectivités, avec certaines collectivités qui opèrent des baisses très forte. Je pense par exemple Pays de la Loire, mais aussi Auvergne-Rhône-Alpes, notamment sur le spectacle vivant, aussi pour des raisons politiques. Donc il y a quand même une inquiétude globale qui s'impose. Et en tout cas, ces baisses, quand elles émanent même de collectivités qui ont envie de faire bien, mais qui se retrouvent un peu coincées, elles vont contribuer, ou en tout cas aboutir à quand même un recentrement, un resserrement des aides sur les établissements labellisés. Sur les gros établissements, alors qui ont leur raison d'être, hein, je veux dire, il ne s'agit pas de remettre en question leur existence et l'important travail qu'ils ou elles mènent, mais ça se fait au détriment d'acteurs culturels qui étaient déjà extrêmement précarisés. On l'a entendu à plusieurs reprises autour de cette table ronde, qui fonctionne déjà beaucoup par appel à projet. Avec des gens qui ont une intermittence de plus en plus ric-rac, de plus en plus petite aussi en termes d'indemnité. Il faut parler aussi de la précarité des artistes et techniciens qui travaillent dans le secteur et qui, pour beaucoup d'entre eux, vivent très chichement de leur travail, travaillent aussi bénévolement, on l'a entendu. Donc ce resserrement des finances publiques, des choix de financement, il va avoir des effets sur la diversité des œuvres qui sont produites, qui sont diffusées, et aussi sur la diversité des modes de relation au public. Un centre dramatique national, c'est très important, mais ce sont des très très grosses machines qui imposent de remplir les salles, c'est pas si simple, mais qui imposent aussi certains types de relations publiques, etc. Et on peut pas inventer de la même manière qu'on invente à main d'œuvre ou qu'on invente quand on est une compagnie de théâtre de rue implantée depuis 25 ans dans un quartier. Et donc ça, c'est ultra problématique. Et l'autre pan de ta question, il a à voir aussi avec les inégalités qui structurent le champ artistique depuis, malheureusement, depuis, je dirais, même une quarantaine d'années, et sur lesquelles, à mon sens, il faudrait que le secteur s'interroge un peu plus, c'est-à-dire qu'une grosse partie de l'argent public, avant même la crise là que je viens d'évoquer, une grosse partie de l'argent public va sur un nombre très limité d'acteurs culturels, et ça se fait encore une fois au détriment notamment des compagnies, des petits artisans aussi de l'art, qui sont en fait des mains fondamentales de la fabrique artistique et de la relation au public et de la création encore une fois de nouveaux liens. Il y a une domination très forte des lieux, qui a une domination à la fois dans l'accès aux ressources publiques, dans l'accès, tu l'as dit, à la parole publique. C'est ces personnes-là qu'on va aller interroger davantage que des artistes qui travaillent depuis 30 ans sur leur territoire, qui font un travail formidable. Mais c'est aussi une domination dans la mesure où les directeurs, directrices de ces gros lieux, ils ont non seulement accès aux finances, etc., mais ce sont des personnes qui sont aussi décisionnaires en termes de programmation, de diffusion, de consécration, parfois d'octroi de subventions pour peu qu'ils ou elles fassent partie de commissions d'attribution des subventions. Et il me semble que le secteur se portera mieux si ces questions, elles sont aussi mises sur la table et réellement discutées. Certaines collectivités essayent de le faire, mais elles se retrouvent parfois un peu seules à essayer de faire bouger des choses. Donc, à mon sens, il y aurait quelque chose à travailler aussi pour essayer peut-être de contester le resserrement des financements actuels sur quelques structures. Ginny, je te voyais acquiescer quand tu disais qu'il y a quelques collectivités qui travaillent là-dessus. Je sais que aussi le travail avec certaines personnes qui sont sensibles aux problématiques des compagnies émergentes, par exemple, peut aider, mais structurellement, il y a un gros problème.
Moi, j'ai envie d'amener quelque chose qui est important pour moi aussi dans ce rapport justement aux citoyennes et citoyens, c'est aussi la diversité des formes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en tant que petits acteurs, en tant que compagnie indépendante, on va se retrouver aussi coincés au niveau des types de formes qu'on va pouvoir proposer. Et ça peut être extrêmement le cas pour les compagnies émergentes. C'est-à-dire de dire, il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 ou 3 personnes au plateau parce que sinon c'est une forme trop lourde, ça va pas pouvoir tourner, donc c'est pas économique. Or, évidemment, on ne raconte pas les mêmes histoires. Donc quand je dis histoire, c'est les mêmes spectacles, on ne fabrique pas les mêmes objets. S'il y a 2, 3 personnes, 6 personnes, 8 personnes au plateau, et ça, nous, on le voit beaucoup en cirque, par exemple, des tournées en chapiteaux. Oui, c'est des groupes, c'est du collectif, et on les défend, ces formes-là. Et elles défendent aussi quelque chose. Il y a une éthique de la forme, en fait. Donc, si on se retrouve coincé, et que finalement, pour essayer de défendre une diversité culturelle, on doit faire avec 2 comédiens et une valise, et c'est très bien, les formes à 2 comédiens et une valise, mais ça suffit pas. Et donc, pour moi, c'est vraiment à cet endroit-là, en tout cas, je trouve que c'est une question manquante du point de vue de l'expérience, de se dire comment on défend aussi des formes diverses, pas que les grandes formes sur les scènes nationales. Je vais un peu vite, évidemment, je schématise, et par ailleurs les formes itinérantes avec 2 comédiens et une valise, mais tout l'arc des esthétiques possibles, parce que c'est aussi ça qui va faire que rencontre a lieu. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a diverses formes que parfois ça va parler à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Mais tu introduis le terme d'éthique qui est important. On en a pas pour moi, il est essentiel, oui. Dans la création, tu te poses des questions éthiques, de rapport juste avec ton public ou ton audience. Qu'est-ce que je veux introduire comme effet? Quel type d'émotion je veux susciter? Jusqu'où je suis prêt à aller? Est-ce que c'est plus important d'avoir une jauge de 500 plutôt que 200 en fonction de l'émotion que je cherche à produire? Et on ne peut pas aborder les mêmes sujets aussi, quand il s'agit de sujets sensibles, par exemple. Là, le dernier spectacle sur lequel j'ai travaillé, Blackout ou Comment passer la lumière, Comment laisser passer la lumière. Blackout. Ou Comment laisser passer la lumière. C'est un spectacle qui parle des bascules de vie, des moments où tout s'effondre. On a fait plein de travail sur le terrain, d'entretiens, de rencontres autour de ce thème-là. Bon, ce spectacle-là, il ne peut pas exister pour une jauge de 1000 personnes. Ça ne marche pas. Parler de fragilité, de vulnérabilité, de moments souvent honteux pour beaucoup de gens dans le vécu, qui sont des marques qui restent dans la vie, dans l'espace public, au-delà d'une assemblée de 200 personnes, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais il faut le défendre, ça. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie de le défendre. Mais le nombre de fois on nous a dit c'est pas stratégique du tout de faire ça. Et j'entends, c'est sans doute effectivement, vu la conjoncture actuelle, pas stratégique du tout. Mais mon métier, c'est pas d'être stratégique. C'est de voir à quel endroit il y a justement un besoin partagé, c'est-à-dire de nous, artistes, d'évoquer quelque chose, et encore une fois, dans la rencontre, de se dire, là, il y a quand même quelque chose dont on parle pas, en fait, ou qui est pas assez travaillé collectivement, dont il faut qu'on arrive à s'emparer. Avant de passer la parole à Flora, je voudrais, Valia, tu ajoutes quelque chose là-dessus, parce que tu as parlé beaucoup du risque que l'austérité budgétaire faisait peser sur les lieux et sur les compagnies. C'est le risque du repli sur soi, c'est-à-dire que tout le monde est en situation de difficulté, et plutôt que de collaborer, de coopérer plus, de faire plus preuve de solidarité, chacun cherche juste à survivre, et c'est catastrophique. Tout à fait. Il y a une seule solution aujourd'hui dans des lieux indépendants, des compagnies indépendantes en général, dans ce qu'on appelle l'indépendance aujourd'hui, c'est-à-dire pas labellisé par l'État, pas soutenu par l'État aujourd'hui, de coopérer, de se rassembler. Et je réalise aujourd'hui, parce que je suis allée plusieurs fois vers le lieu comme nous, pour dire qu'est-ce qu'on fait les gars là? Est-ce qu'on peut partager en fait cette précarité qu'on a aujourd'hui, cette peur en fait de notre existence? Comment on peut faire pour vivre mieux, pour montrer aussi aux institutions qu'on est plus fort qu'eux et que quoi qu'il arrive, on va être là, on est là et on va rester, mais tous ensemble. Comment
peut partager ça, comment on va mutualiser ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Les réponses, pour la plupart en tout cas, c'était « Ah non, on traverse vraiment des moments extrêmement compliqués, franchement c'est très dur pour nous. Alors là, c'est mettre dans des projets, des coopérations, ça va nous prendre du temps, on n'a pas les moyens, on n'a pas de l'esprit libre et tout ça pour se mettre dans ces autres situations. » C'est complètement, c'est une réaction en fait de peur qui est créée aujourd'hui à cause de cette précarité, de l'austérité imposée par les politiques culturelles aujourd'hui et par les institutions, qui fait qu'au lieu de coopérer déjà pour créer quelque chose de plus gros, de plus solide et de créer de la stabilité, de partager, de se soulager aussi, parce que quand on sait que notre voisin va mal, c'est pas qu'on va mieux, c'est juste qu'on essaye de voir qu'on n'est pas, enfin on voit en fait qu'on n'est pas seul et on essaye de réfléchir ensemble, grâce à une intelligence collective, que comment on peut faire mieux et comment on peut changer aussi de certains modèles qui ne fonctionnent plus. Vu le contexte d'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire que, par exemple, les modèles main-d'œuvre tel qu'il était jusqu'aujourd'hui, peut-être ne fonctionnent plus et peut-être c'est autrement qu'on doit réfléchir à l'avenir. Mais avec nos homologues, avec d'autres lieux, avec les artistes. Aujourd'hui, moi, je suis dans l'accompagnement des artistes émergents et je ne cesse pas leur dire qu'il faut arrêter de croire qu'on vient dans un lieu et qu'on attend que tout soit donné et qu'il n'y a rien en retour. Il faut revenir un peu sur ces notions des collectifs, en fait, faire collectif ensemble. Apprendre, oui, de ces lieux-là, l'accompagnement, les espaces, tout ce que ces lieux peuvent offrir aux artistes aujourd'hui quand ils les accueillent, mais aussi donner. Et ça va ensemble avec d'autres lieux, avec des réseaux, et c'est pour ça, fabriquer des réseaux, des consortiums, on en a aujourd'hui, ça s'appelle les Pokémon, ça inclut les 6B, Main-d'œuvre, les Poussières et la Villa Médicis. C'est un petit consortium dans les 93, mais ça fonctionne plutôt pas mal. On partage des formations professionnelles, on crée la mobilité des artistes, la mobilité des publics entre nos lieux, on dépose des dossiers de subvention ensemble et pas en isolé, pour faire des projets plus gros, plus conséquents. On fait aussi travailler les villes entre elles, malgré elles, parce que c'est des lieux qui se situent dans des territoires différents. Donc, c'est des petits pas comme ça qu'on fait vers la coopération, mais c'est pas simple. Pas du tout. Ni du côté des artistes et des compagnies, ni du côté des lieux. Alors, peut-être pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, si on regarde du côté de la mairie de Paris et des politiques culturelles, on en a parlé en préparation, mais même la Cour des comptes a produit une annexe spécifique à ce que vous meniez comme action, parce que là, on n'est pas vers une réduction des budgets, au contraire, on les maintient, on va sur le territoire ou les prérogatives de l'État aussi pour soutenir dans les collèges ou les lycées des actions. Donc on est vraiment clairement dans une croyance en l'importance et en l'efficacité des politiques culturelles. Ah bah, tous les jours, je mesure la chance que j'ai de travailler pour la ville de Paris, qui est une ville qui investit pour la culture, pour les artistes, pour la création, pour les projets d'action culturelle. Et là encore, ces dernières années, on a pu lancer aussi des expérimentations, aller explorer des nouveaux champs. Par exemple, on a lancer des programmes où c'est les artistes qui vont aller faire le lien entre les différents temps de l'enfant, qui vont aller assurer la continuité là où les professionnels sont pas là en même temps. Par exemple, entre un animateur de centre de loisirs, un professeur des écoles, ont du mal à se parler, à trouver des temps communs. Et nous, on arrive à trouver des moyens pour aller soutenir des artistes qui vont aller faire ce lien et cette continuité. On arrive là, par exemple, à expérimenter depuis cette année des projets dans les centres de protection maternelle et infantile. Alors après, heureusement, il y a d'autres collectivités qui font ça depuis longtemps. En Seine-Saint-Denis, notamment, ça fait 10 ans qu'ils ont exploré ces champs-là. Mais à Paris, on a encore les moyens d'aller explorer des nouveaux territoires, mener des nouvelles actions. Et ça, c'est assez formidable parce que clairement, dans mon métier, on peut jamais se satisfaire et se dire « c'est bon ». On a tout fait pour que les artistes, les habitants se sentent complètement émancipés, épanouis. Et donc, quand derrière, on a la chance d'avoir des élus, des directeurs, des lieux qui sont engagés et qu'on a les moyens de pouvoir aller mener ces projets, c'est assez formidable de se dire on peut aller encore explorer des nouveaux champs, on peut aller encore dans des nouveaux territoires. Là, on vient de lancer une grande enquête avec la CAF de Paris, les 5 bailleurs sociaux sur les pratiques culturelles des jeunes et des familles, parce que justement, on considère que on n'a pas forcément
fait le tour de tout ce qu'il faudrait faire et qu'on a besoin aussi d'aller interroger les Parisiens sur leurs pratiques, mais aussi sur leurs besoins, sur les freins. Souvent, on se dit qu'on sait la question des tarifs, la question des transports, la question de l'accessibilité, mais en fait, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. En préparant cette enquête, je me suis rendu compte, en parlant avec mes collègues en charge de la jeunesse, que un des freins aux sorties des jeunes, c'est l'isolement, que les jeunes ne savent pas forcément avec qui sortir. Il faut être avec quelqu'un pour sortir. Voilà, souvent on pense que c'est les personnes âgées qui sont isolées, qui ont besoin d'être accompagnées, mais en fait, quand on est jeune, et notamment à Paris, il y a plein de jeunes étudiants qui ne sont pas parisiens, qui n'ont pas leur famille, qui n'ont pas tout leur réseau de sociabilité, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller boire des verres pour socialiser, c'est aussi des préoccupations. Et en fait, tout ça, il y a besoin aussi qu'on l'entende, et donc il y a aussi besoin de prendre ce temps, d'aller encore explorer des nouveaux territoires. Et moi, je suis vraiment reconnaissante d'avoir cette confiance et ces moyens de pouvoir aller écouter ces paroles pour aller challenger encore l'action publique et aller mener des nouvelles actions au plus près des besoins. Et ça, c'est assez formidable. Et après, on travaille aussi avec d'autres collectivités, notamment avec la Seine-Saint-Denis. Et c'est vrai que pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, ces liens étaient encore plus visibles. Mais on a bien conscience de la difficulté partout ailleurs. Et on voit, nous aussi, des compagnies plus nombreuses, là, qui répondent à nos appels à projets, parce qu'ailleurs, elles retrouvent des portes fermées. Il faut sortir de l'isolement. On a contribué, j'espère, à le faire en parlant, non pas à 1, 2, mais à 4 de ces sujets de la création et de la culture. Je vais m'arrêter en vous proposant une définition de la culture que j'ai trouvée sur le site de Main d'œuvre, qui, je pense, sera largement consensuelle. Ce sont toutes les formes et pratiques qui permettent à un individu d'exprimer son humanité et donner du sens à son existence. Comment ne pas y souscrire ? Et pour cette seconde partie, j'ai le plaisir de retrouver Isabelle Roy-Nayette, qui a écouté attentivement l'échange qui avait précédé sur le spectacle vivant, les pratiques culturelles, la notion de le ou les publics, et qui apporte sa propre expérience de comédienne, de metteuse en scène, de programmatrice, de festival. Et tu m'as dit, là, avant qu'on commence l'enregistrement, quand on était en transition entre les deux studios, c'est amusant, Main d'œuvre a une école des possibles. Et moi, j'ai tendance à parler du festival que j'ai créé il y a 3 ans, qui s'appelle Micracosmos, tu vas nous expliquer ce que c'est, comme d'un festival des impossibles. Alors pourquoi ? Oui, tout à fait. C'est Luc Le Châtelier, qui a 70 ans à peu près, qui fait partie du groupe et qui dit, oui, c'est totalement impossible tout ce qu'on fait. Donc du coup, ça devient le festival des impossibles, parce que d'abord, on est réduit dans le temps, on est réduit budgétairement, on est réduit, on ne sait pas si les jeunes seront là ou pas, vu qu'on les emmène sur une île, on ne sait jamais s'ils vont prendre le bateau ou pas. Oui, parce que c'est fait par des jeunes, des ados. C'est fait par des jeunes et des moins jeunes. Ouais. C'est transgénérationnel, en fait. Ça va de 75 ans, je crois, à peu près, et là, cette année, le plus petit avait 12 ans. Ouais, d'accord. Donc c'est... Voilà, comme Tintin, quoi, de 7 à 77 ans. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est une grande balade, ou comme Astérix et Obélix. Tu dis oui, on est triplement contraint, donc on ne sait pas si les acteurs vont être là, les jeunes ou les moins jeunes, budgétairement et au niveau du temps. Au niveau du temps, on a beaucoup insisté sur la première partie, sur la question du temps long. Toi, c'est exactement l'inverse, parce que c'est un festival qui se déroule sur 1 jour et demi. Eh ben, en fait, l'idée est née. En fait, j'avais monté un spectacle sur la dyslexie qui s'appelle Dyslex, et la mairie de Lorient m'a demandé de venir le jouer dans la médiathèque. Donc, j'ai dit oui, avec plaisir. Mais moi, j'en avais un peu marre de faire des tournées et de pas être en lien avec le territoire, on va dire, ou là où tu t'arrêtes, où tu peux, enfin, qu'on puisse un peu poser ses valises. Et là, je leur ai dit, moi, je veux bien, mais j'aimerais bien faire des ateliers aussi, rencontrer. Je leur ai parlé moi, j'avais un projet d'école à la base, d'école de théâtre, où en fait, on apprend tout. Pour moi, souvent, le théâtre ou l'art vivant, il n'y a pas que l'acteur, il n'y a pas que l'écriture, il n'y a pas que la dramaturge, il y a aussi la lumière, il y a le son, il y a la technique, il y a la menuiserie, il y a les soudeurs, il y a les costumes, il y a les machines, voilà, il y a tout, quoi. Il y a les costumes, j'en oublie, hein, là, oui, il y a les costumes, il y a le décor, il y a le budget, la compta, l'événementiel, faire le dossier, les appels à projets dont on n'a pas arrêté d'en parler. Et l'idée, c'est que ces jeunes et ces moins jeunes fassent tout. Mais alors, pour l'instant, ça fait 3 ans, mais si vous voulez, on a commencé, il y avait 20 personnes dans le public. Après, on est passé à 80, et là, cette année, on était 140. Donc, c'est bien, ça augmente, mais c'est vraiment, comme disait Jenny,
quand elle parle du projet sublime là, sur le burn-out, où elle dit qu'effectivement c'est une chose faite et que c'est peut-être pas stratégique de le faire. Je pense que c'est bien que les artistes ne pensent pas stratégiquement. Ouais, tout à fait. Oui, parce que du coup, si on pensait stratégie, on serait sans doute moins libre. Et que je pense que pour pouvoir créer et pouvoir dire ce qu'on a à dire, il faut une certaine liberté. Et la liberté, effectivement, ça se paye. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ou des fois, on n'a pas l'argent parce qu'on décide de défendre un tel projet ou de choses. Enfin voilà, la liberté de l'artiste, elle est dure à payer, surtout en ce moment. Je trouve qu'il y a quelque chose de très courageux. J'ose le terme de courageux parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti quand j'ai regardé le documentaire sur le festival. En fait, tu acceptes l'idée qu'on peut se planter et que le ratage partiel ou total fait partie du risque créatif. Le créateur, c'est quelqu'un qui prend son risque. Ah bah c'est quelqu'un qui essaye. On fait que essayer. Donc, c'est pour ça qu'on a des répétitions. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu du mal avec, par exemple, des gens qui ne donnent rien en répétition, mais qui donnent tout à la représentation. Alors ça, c'est le truc complètement, absolument psychédélique, quoi. C'est-à-dire que la répétition sert à justement connaître l'autre, à apprendre à parler la même langue, à raconter la même histoire, même avec nos différences, mais il faut qu'on arrive à être ensemble. Et c'est ça qui est jouissif dans l'art vivant. Enfin, c'est vraiment des répétitions. On répète. Et après, en fait, en représentation, en tant que... là, je me place en tant que metteur en scène quand je suis avec eux, avec le groupe, avec la troupe, on va dire, c'est de donner comme en escalade. C'est-à-dire que tu as des points où même si tu loupes une prise, tu sais que là, après, tu mets ta main là. C'est comme de l'escalade, en fait. Quand on joue, enfin, moi, en tant que comédienne, j'ai fait une bonne trentaine de spectacles. Quand vous jouez devant des salles qui sont pleines, bon, il faut se dire que le public n'est pas un monstre, que c'est des gens comme toi et moi, enfin, que tout va bien. Et après, c'est vrai que c'est sur un fil. Parce que quand on joue, on le disait aussi tout à l'heure, elles en parlaient, on n'est pas en dehors de la vie. Les artistes, on ne vit pas dans une bulle et on a nos problèmes, on a nos soucis. Je veux dire, voilà, on perd quelqu'un. Si tu dois jouer, tu joues. Si tu dois travailler, tu travailles. Enfin voilà, il n'y a pas de temps d'arrêt qu'on peut avoir, quoi, en fait. Ouais. Mais on crée un espace et un moment-temps qui est particulier, qui est celui de la magie, de la représentation. Et là, tu montres, et je trouve ça intéressant dans des productions où il y a peu de moyens, d'arriver à transformer des objets du quotidien, des objets ordinaires, comme une voiture, par exemple, en éléments de décor. Et de dire, voilà, la magie va passer par ce lieu-là, qui n'a plus le même usage qu'autrefois ou que demain. Ça, Micracosmos, c'est né par rapport à Jean-Henri Fabre, qui a étudié les insectes. Il faut d'ailleurs que j'aille voir sa maison qui est dans le sud. Et en fait, Jean-Henri Fabre a passé sa vie sur le scarabée bousier. Le scarabée bousier, moi, je suis rentrée dans l'écriture de Jean-Henri Fabre, qui a une écriture incroyable, qui fait comme si le scarabée était un être humain. C'est vraiment, j'invite tout le monde à lire Jean-Henri Fabre, c'est vraiment magnifique. Et moi, à ce moment-là, j'avais une voiture qui s'appelait Marguerite, parce que toutes mes voitures ont un prénom. Et à ce moment-là, j'avais une Marguerite qui était une Micra, donc d'où Micracosmos. Et j'ai essayé de passer comment on passe de la matière à comment une chose qui est fabriquée de matériaux veut redevenir matière. Et je trouvais ça intéressant qu'une voiture qui est dans l'ordre de la pollution, tout ça, comment elle pouvait arriver à devenir un scarabée bousier, parce que le scarabée bousier a la faculté de manger la fiente des moutons ou des vaches, enfin manger la fiente et la transformer immédiatement en un sol fertile par un petit fil qui sort comme ça. Et donc ça m'intéressait surtout aborder avec des jeunes qui sont dans des situations un peu délicates, soit dans la famille, soit qui sont en décrochage à l'école. Et voilà. Tu travailles avec des centres sociaux de jour à Lorient. Voilà, avec la protection de l'enfance. Donc il y a des éducs qui travaillent dans la rue, il y en a d'autres qui sont dans des centres de jour. Et après, on essaye que j'intervienne, que je les rencontre. Donc je vais dans leur lieu où ils sont. Et puis après, ils viennent une journée à Belle-Île, on découvre l'île, on fait des choses. Ils ont visité le rucher de l'Abeille Noire à Belle-Île. Après, on a fait une balade avec la CPIE de Belle-Île. Après, je les ai emmenés dans la bergerie où allait se faire le festival, parce que ça aussi, j'aime bien, vu qu'il n'y a pas... il y a un théâtre, mais je trouve ça intéressant de sortir un peu des boîtes noires, vu que j'ai été enfermée pendant 30 ans dedans. Je me dis, c'est bien de profiter un peu de la nature. Et Belle-Île est une très belle opportunité par rapport à ça, et de transformer des espaces en autre chose. Je trouve ça... tu as fait ça avec la bergerie, tu l'as fait avec la serre aussi? Je l'ai fait avec une serre, et là, c'était par rapport au Festival du Printemps des Arts et de la Nature à Belle-Île-en-Mer,
que l'association Hyperlurette a lancé. Et en fait, c'est plein d'associations qui se retrouvent suivant un thème. Et là, le thème, c'était l'eau. Et du coup, on était tout un collectif, un groupe, une vingtaine, où on a décidé de transformer cette serre en aquarium. Et donc, les enfants, les écoles faisaient des poissons. Après, il fallait tout installer. Moi, j'ai demandé à Virginie Thirion, qui est un auteur belge, d'écrire sur le liquide amniotique, parce que je trouvais que l'eau la plus essentielle était le liquide du fœtus. Et voilà. Enfin, là où se développait le fœtus. Et donc voilà, j'ai joué cette forme, il y a eu d'autres formes. Voilà, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand ça interagit. C'est-à-dire que c'est vrai que pour avoir travaillé à Thionville, au CDN de Thionville avec Jean Boileau, le Centre dramatique national. Le Centre dramatique national de Thionville, voilà. On avait tâche à ça aussi, de sortir ce que disait Varia par rapport à main-d'œuvre. Effectivement, il faut aller chercher le public, il faut y aller. Et il ne faut pas non plus leur donner que ce qu'ils attendent non plus, parce que c'est bien aussi d'être dérangé par l'art. Enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. J'aime bien ne pas tout comprendre. Là, à Thionville, tu avais une double position, parce que tu avais une position de comédienne, tu jouais. Oui, j'étais comédienne permanente là-bas. Donc ça, c'est la position qui est, bien sûr, tu t'exprimes par ton art, mais c'est une position qui était plus confortable, dans une forme de sécurité, et tu te lançais en même temps dans une pratique de festival. Tu avais un festival, ça s'appelait la Semaine Extra, et ça existait déjà, c'était la naissance quand Jean Boileau nous a demandé de venir, et nous, on a continué avec Régis Laroche. On a repris en marche le train, et on a développé ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai adoré travailler avec ce groupe de jeunes de Thionville qui venaient et ils faisaient tout, la scéno, ils faisaient des interviews, ils écrivaient, ils ont joué. Et puis même nous, à Thionville, on était polyvalents. Je veux dire, il n'y a pas de monde derrière le bar, et ben on va derrière le bar, quoi. Il y a trop de monde, et ben ce que j'aime dans les théâtres, c'est quand les choses ne sont pas chacun sa place. Et bon, ça, c'est pas si simple dans les structures qui, des fois, sont assez lourdes et chacun est bien à sa place. Et des fois, même quand c'est mis architecturalement, les bureaux sont en haut, la salle est en bas. Comment on fait pour rencontrer l'équipe, en fait, quand on débarque dans un théâtre immense? Mais on voit pas l'équipe. Mais non. Et je veux dire, des fois, on passe, on est comme des passagers, voilà, hop, et puis hop, on s'en va. Il y a une expression qui est dans votre milieu, qui a été employée à la fois par Jenny dans la préparation comme par toi, et que j'aime beaucoup, c'est parler d'outils de travail. C'est quand on parle d'un lieu, là j'avais un merveilleux outil de travail, et ça veut dire une salle pour répéter, des décors, un atelier de menuiserie, et ça permet aussi de faire circuler les publics. Les gens viennent voir comment ça se fait, comment ça se fabrique un spectacle. Tout à fait, ça c'est sûr. Et un outil aussi, c'est... Bon, alors déjà, le premier outil en tant qu'artiste, c'est notre corps. Ouais. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. Donc c'est notre corps. La voix, et puis après, l'outil, effectivement, quand on n'a pas la nécessité, parce que, comme on dit, c'est des appels à projets. Moi, j'ai une compagnie, elle n'est pas conventionnée, et puis en plus, elle ne peut pas l'être. Je l'étais à Paris, après, je suis partie dans l'Est, je l'emmène avec moi, et là, je pars dans le Morbihan, je l'emmène avec moi. Donc, à chaque fois, je recommence à zéro. C'est une compagnie que tu as créée en 1999, c'est ça? Oui, mais après, on l'a mis en veille avec Laurence Rebouillon, qui est une artiste, qui est une cinéaste, et moi, je jouais dans ses films, elle était assistante sur mes mises en scène, et puis après, on l'a mis en veille, parce que moi, j'ai beaucoup joué, j'ai plus le temps de faire tous ces appels, et voilà, c'est à chaque fois il y a la DRAC qui nous suivait, donc que ce soit la DRAC de l'Est ou la DRAC de Paris. Bon, là, dans le Morbihan, pour l'instant, non, mais parce que ça fait 3 ans, et donc je pense qu'il faut du temps pour faire un territoire, enfin, pour s'ancrer, pour gratter, et pour voilà. Et puis et l'outil, effectivement, les gens, ils peuvent venir voir comment ça se passe, quoi. Et puis, il y a toute une bande de bénévoles. Enfin, voilà, c'est un lieu qui vit, quoi, qui est ouvert en permanence. Là, c'est des familles aussi, les familles d'artistes. Et tu travailles avec des gens avec qui tu as travaillé régulièrement. J'ai travaillé, oui, beaucoup avec Jean Boileau. Ouais, mais même là, quand je vois par exemple sur les costumes, avec la costumière, voilà, elle revient. Voilà, Pauline Pau. Oui, je suis pas seule dans Microcosmos. Pauline Pau et Agnès Pontier, on était toutes les 3. Et puis il y a Virginie Thirion qui est une auteure aussi. On a travaillé sur le premier Microcosmos. Après, Agnès et Virginie n'étaient pas là, mais il y avait Pauline et moi. J'ai pris... il y avait Emmanuel Leroux qui est de Belle-Île, plus Sylvie Guillaume aussi qui est une photographe. Et puis Pascal Mounier, qui est venu, qui m'a demandé s'il pouvait filmer, et d'où le documentaire. Et puis là, cette année, il y avait Louisa Gaillard dans la scéno. Pauline n'était pas là. Il y avait Sylvie Guillaume, il y avait Evelyne Borck. Enfin, du coup, je mélange à chaque fois un peu d'autres gens. Oui, parce que soit on ne peut pas, parce que soit la vie fait que non, effectivement, je ne peux pas là, à ce moment-là, être là.
Et puis c'est pas non plus des budgets incroyables. Mais c'est surtout des bonnes volontés, c'est-à-dire des gens qui croient au projet, qui croient en ce que tu as amorcé, et on a l'impression vraiment que ces choses tiennent sur un fil, vraiment. Ça tient sur un fil, oui. Mais enfin là, j'ai l'impression que tout le monde essaye de tenir sur un fil, parce qu'effectivement, c'est assez précaire, et même quand on voit, parce que plus les budgets sont restreints, plus les ACDIC sont restreints, parce que nos budgets sont plus petits, si on a moins d'heures, ça devient kafkaïen, parce qu'en fait, on se retrouve à 1 200 par mois. Et donc, c'est vrai que 1 200 par mois, quand on a un certain âge et qu'on a fait ça pendant 40 ans, on se dit waouh. Oui, parce que toi, si on reprend depuis le début, tu es rentré au conservatoire, tu avais 23 ans. Oui, et avant, j'ai fait l'ERAC à 19 ans. Et ça, avant, j'étais à Saint-Étienne. Alors, à Saint-Étienne, c'était quoi? Tu faisais quoi? Saint-Étienne, c'était ma ville. C'est là où tu as fait tes études, ton collège, quoi. Voilà mon collège. Après, j'ai arrêté l'école, au lycée. J'ai fait une énorme dépression en première. Je n'arrivais pas. Il faut dire que je suis dyslexique. Donc, du coup, j'ai beaucoup de mal à rester assise derrière une table. Ça marche pas. Voilà. Et puis, du coup, à Saint-Étienne, moi, j'ai rencontré Jean Dasté aussi, une rencontre incroyable, qui a quand même fait la décentralisation à Saint-Étienne. Donc, on revient à la question de la rencontre. C'est toujours crucial, la rencontre. Crucial, et c'est ça. Et en fait, c'est ça, quand on dit, je travaille avec des jeunes qui arrivent, mais c'est les rencontres, en fait. C'est les portes qui s'ouvrent. C'est-à-dire que moi, des fois, je me dis, mais j'ai une chance incroyable. J'ai rencontré les gens au bon moment, puis d'autres. Enfin, j'ai pas mal travailler et bien travailler, quoi. Là, en ce moment, c'est la période de crise, donc tout le monde est un peu... qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et voilà, bon, on voit. On voit où ça va, mais bon... on résiste d'une certaine façon. J'ai bien aimé quand elles ont dit qu'il faudrait que toutes ces compagnies, effectivement, se mettent ensemble. Enfin, essayer de construire quelque chose de plus collectif. Mais c'est vrai que des fois, l'artiste est très individuel. Oui, c'est ça aussi. Parce que tu as une vision de la chose et comment tu la partages. Donc, il faut trouver les bonnes personnes avec qui tu peux partager sans trop empiéter, sans être trop... Enfin, voilà, c'est un équilibre qui doit c'est un équilibre précaire. Mais c'est ça qui est beau dans l'art. Moi, c'est la précarité. Entendons-nous, je parle pas mais c'est la fragilité, on va dire. Je pense que l'art est quelque chose de fragile. Si, je sais toutes les ficelles, j'appuie là, ça marche, hop. Bon, je vais... Mais je crois que c'est pour ça que tu t'intéresses aussi autant aux adolescents. Parce que cette fragilité-là de la création et du créateur, elle vient parler à une autre fragilité qui est celle de l'identité en construction d'un jeune qui est en transformation, qui est en métamorphose. Et je pense que le dialogue se fait assez naturellement, non ? Oui, assez naturellement. Mais même quand je suis... Enfin, moi, ce que j'aime bien dans l'adolescence, c'est que c'est cet endroit où, en fait, tout arrive en même temps, quoi. Il y a tout, quoi. Les hormones, l'école, on demande ce que tu veux faire, tout, le père, la mère, machin, tu te dis, et tout a des émotions vraiment exacerbées, quoi. C'est comme à vif, quoi. Et je trouve ça intéressant, justement, d'arriver à travailler sur ces émotions parce qu'elles sont très proches d'eux, est-ce qu'ils les vivent quotidiennement. Et si tu leur donnes 2-3 clés, ils peuvent vraiment faire pleurer des salles. Ouais. Enfin, c'est magnifique. Un ado qui écrit un texte sur lui parce qu'il est gros. Alors, c'est pas lui qui va le dire, en général. C'est quelqu'un d'autre, parce que il faut quand même une distance avec l'écriture. Et du coup, c'est magnifique pour lui qui a écrit son problème sur l'obésité ou sur cette façon de grossir, et que ce soit quelqu'un d'autre qui le dit, et lui, il entend ce qu'il a écrit. Donc, il devient vraiment créateur. Et c'est ça qui est beau. C'est ça quand ils deviennent créateurs eux-mêmes sans s'en rendre compte, en fait. Mais j'ai l'impression ça se revoit dans le documentaire aussi, c'est la question du moment où tu t'arrives à t'affranchir du regard et du jugement social. Quand tu joues devant eux, pour leur montrer une scène... Ça, c'est pas bien que je joue devant eux. Hein, mais... moi, je trouve ça intimidant parce que là, on voit une vraie comédienne qui prend un rôle et tu mets l'intensité d'une comédienne et... Ils sont en train de te regarder en disant mais est-ce que c'est waouh ou est-ce que c'est ridicule, est-ce que je devrais avoir honte si moi je me mets à jouer comme ça ou est-ce qu'il faut que j'ose quoi. Et toi t'oses, t'as pas peur? Ah oui, là quand tu parles de jouer, c'est pas quand je les dirige forcément, enfin pour une scène, mais c'est quand effectivement j'essaye de lancer une impulse. Donc c'est-à-dire là dans ce dont tu parles, c'était les 2 caravanes et c'était dans un camping où voilà on vole un gamin, on vole un gamin et effectivement je m'énerve, je vais voler un gamin, je traverse toute la nature pour... Oui, tu dois lancer une impulse. Moi, j'adore ça, j'adore lancer les impulses parce qu'il faut les charger. Tu dois charger. Il faut qu'ils se chargent. Et quand tu n'as pas la technique pour te charger, quand tu n'as pas envie d'aller chercher en toi, ou soit tu as de la technique, soit tu vas chercher en toi, mais voilà, c'est quand tu as des problèmes, il faut quand même aussi cadrer. Donc le fait que moi, je fasse un truc dingue, eh ben oui, on peut tout se permettre. Et déjà, il vaut mieux en faire trop, et après on enlève. Pour moi, avec eux en tout cas. Ouais. Oui. Et puis c'est une question de respect
et du producteur écoutant de geste, enfin celui qui va faire le geste, on doit être dans une bienveillance du regard aussi, c'est ça, l'encourager à faire. Alors ça, la bienveillance, oui, ça je l'ai. Alors par contre, des fois je dis des choses incroyablement dingues, mais ça passe, donc ça va. Après, quand j'ai vu le documentaire, j'ai fait fou là là. Oh là là, dans quel état j'étais. Alors c'est vrai qu'on est il y avait 20 personnes, donc tu dois porter quand même en 2 jours. Et le texte ils n'avaient pas le texte, ils ont eu le texte le samedi. Alors ça dure 2 jours, et quand ils arrivent, ils n'ont pas le texte. Là, toi, tu as écrit le texte? Non, là j'avais fait un montage de texte que j'avais pris. Ok, donc toi-même, quand ils arrivent, tu sais pas, le texte définitif n'est pas là encore? Plus, à 80%, 60% encore. Ouais. Et là, cette année, on avait le texte, on était parti sur On ne badine pas avec l'amour, mais le montage, je l'avais pas vraiment. Puis en plus, je savais pas qui allait apprendre le texte, Donc voilà. Mais c'est là où on voit la différence entre une approche de créateur et une approche genre de financement public, quoi. Si tu viens me voir en disant j'ai à peu près un texte à 60%, mais je suis pas tout à fait sûr, on verra bien sur place, et puis à la fin ça donnera peut-être ça, mais peut-être autre chose, le type qui veut ces petites lignes budgétaires, il flippe. Sans doute ça fait flipper, mais là la mairie de Lorient, enfin en tout cas les 2 personnes qui m'accompagnent, Chantal et Pascal, sont bienveillantes aussi et croient à ce projet, plus les éducateurs, donc il y a quelque chose où tout le monde met la main à la pâte, et effectivement ce qui compte c'est plus le processus, de faire rentrer les gens dans un processus que le résultat. Je le dis souvent, même si le résultat, des fois j'ai les boules parce que il aurait fallu 2 jours de plus, ou 1 semaine. Si on avait 1 semaine, si les budgets pouvaient s'agrandir pour 1 semaine, c'est dans la boîte. On sent que tu as changé, inversé ton rapport à la production de spectacle, parce que tu disais en préparation, quand tu montres ce qui a été ton cas en tant que metteuse en scène, des spectacles qui vont parfois être assez coûteux, où tu vas avoir un budget de, disons, 1 million pour produire un spectacle, et que tu te dis finalement il va pas être diffusé, on va être joué 3, 4, 5, 6 fois, tant de travail, tant d'investissement, tant d'argent pour arriver à un spectacle qui finalement ne sera pas vu. Est-ce qu'il vaut mieux pas repartir en arrière et se dire la question, c'est la question du processus, c'est le moment de la fabrique, du moment, de l'instant, de prendre un plaisir dingue ensemble? J'adore le choral, moi. C'est-à-dire que, oui, tout le monde est sur scène, en général, dans mes spectacles. Et même là, tout le monde est sur scène, même pour Badine, ils étaient tous sur scène. C'est quelque chose Le choral, pour moi, c'est la base du théâtre. Et c'est vrai que quand on entend tout à l'heure, que maintenant on doit monter et c'est super, comme elle dit, une valise et 2 comédiens, c'est vrai. Mais moi, j'adore Pina Bausch, j'adore les trucs ou chorales, ou même si c'est pas un décor de ouf et tout, mais qui est du corps, qui est des humains. Moi, l'humain, c'est ma matière. Et c'est pas la relation entre 2 personnes. Ce qui m'intéresse, c'est les relations entre nous, quoi. Mais nous, c'est vaste. Donc, Donc, effectivement, là, je ne sais pas si c'est mieux, parce que moi, des fois, je vous assure que je rêve de pouvoir m'asseoir dans une salle et de créer comment je le vois, avec les moyens que... Voilà, ça, c'est tout le monde, je pense. Mais après, il y a des choses, oui, on peut continuer à créer, oui, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que le côté de l'instant de la création est quelque chose... Oui, c'est magique, c'est-à-dire que oui, j'ai pas peur, quoi. Et tant pis si on se dit, elle est dingue. Oui, je suis dingue, c'est pas grave. Il y a quelque chose, ça peut être de l'ordre de la folie de faire ça en 2 jours. Oui, bien sûr. Parce que même mentalement et même physiquement, tu t'épuises. Mais bon. J'imagine que le corps et la tête est en tension les semaines qui précèdent de façon dingue. Ah ouais, puis après, il faut tout démonter. Parce qu'une fois qu'on a transformé une serre en aquarium ou qu'on a transformé une bergerie en château, c'est pas léger en fait, parce que j'ai amené ma bibliothèque, j'ai amené mes livres, j'ai amené mon fauteuil, j'ai une caravane qui est remplie d'accessoires, j'amène la caravane, je vide tous les accessoires, je vais au Stahl, à la ressourcerie, chercher d'autres meubles. J'avais transformé on avait transformé ça en plein de petits lieux, donc une chambre, une cuisine. Donc après, c'est 15 jours de démontage, oui. Alors, parmi les difficultés du métier, il y a aussi... tout ce qu'on demande à un comédien ou un metteur ou une metteuse en scène en termes de carrière. Et tu soulignais la vitesse, la nécessité permanente de produire, de se montrer, d'être là, qui n'est pas le métier à proprement dit, mais qui fait partie des critères de visibilité qui permettent de faire le métier. Il faut dire qu'on a arrêté le CDN, on a arrêté à Thionville, et il y a eu le Covid. D'accord. Et moi, je venais juste de créer Dyslex, mon spectacle que j'ai écrit à Belle-Île, avec des images de Belle-Île. Donc c'est sur scène, et en même temps il y a des images filmées, c'est ça, oui, le dispositif. Voilà, et moi, je reviendrai après, du coup, je finis la pensée sur le fait qu'il y a eu le Covid. Après le Covid, on nous a dit on arrête tout, tu vois, stop.
Donc, je sortais d'une activité très intense à rien. Et après, ça s'est remis en marche et c'était très bizarre. Moi, j'ai rejoué Dyslex, mais qui est passé entre les deux Covid. Donc, c'est comme s'il n'avait pas existé. Et puis après, je suis partie sur d'autres choses. On m'a demandé si je le tournais tout de suite après le Covid. Et j'ai dit, non. Je pense qu'il y a d'autres choses à dire. Et effectivement, la dyslexie, c'est très important. Mais à ce moment T, en sortant du Covid, je pense qu'il y avait d'autres choses à dire que de parler de la dyslexie. C'était exactement ce que disait Jenny tout à l'heure en disant on est traversé par des événements et on est obligé d'en tenir compte. Le public en tient compte, mais aussi le créateur. Oui, parce qu'il y a des moments où, là, je pense que la dyslexie, c'est possible. Maintenant, je peux en parler. D'ailleurs, tout le monde en parle maintenant. Ça m'embête, mais c'est pas grave. Mais tu peux revenir au spectacle maintenant, tu peux le... Voilà, maintenant je reviens au spectacle. Donc du coup, effectivement, le spectacle, quand tu es dyslexique, tu as souvent le début et tu as la fin. Tu n'as pas forcément le milieu. Donc en fait, je suis partie sur un diptyque où tu as 2 écrans, donc en diptyque, et qui n'est que Martin et moi, l'autre comédien, Martin Staspolet, où on erre sur une île, donc Belle Île, et Laurence Rebouillon filme cette errance. On a un bateau sur la tête, des fois, on est comme une errance, comme on n'est rien sans les autres. Dans le spectacle, je le dis, je suis rien sans les autres, j'ai perdu sans les autres, je perds le fil de mes mots, ma pensée. Je pense que c'est essentiel, ce rapport aux autres qu'on est en train de perdre, qui moi m'effraie. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'on peut faire, mais je trouve que les personnes se suffisent à elles-mêmes et je trouve ça triste. Mais tu vois, c'est un spectacle que tu as écrit avant le Covid. Oui. Tu dis finalement, il était peut-être plus pertinent juste après, mais finalement, le message, quand on perd le lien avec les autres, on se suffit à soi-même, ce qui est l'inverse de l'art, quoi. De faire le chemin vers l'autre et aller le chercher, aller le transformer par des émotions, aller créer une communauté qui est immatérielle. C'est donc ce pourquoi il faut se battre. Et justement, c'est pour ça que moi, je pense que c'est que pour moi, un lieu de théâtre, que ce soit extérieur, intérieur, que ce soit la rue, que ce soit entre des murs, c'est un lieu où il y a de la rencontre. Et quand tu me posais... où est-ce que je me sens chez moi ? Où je me sens chez moi, c'est quand je peux poser mes valises et avoir des rencontres et parler et travailler. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends très bien. Et je voudrais dire, Isabelle, parce que c'était la dernière question que j'avais marquée sur le déroulé, où est-ce que tu te sens chez toi ? Je veux dire, il y aura aussi de la création, tant qu'il y aura, je te reprends l'expression, tant qu'il y aura des corps. Merci Isabelle pour cet échange. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés dans Mismatch numéro 6. C'était Mismatch, un podcast de l'ESCE, l'École supérieure du commerce extérieur, et de l'IFG Executive Education.